Sport. Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. Au menu de cette édition du 25 juin, on va parler de sport équestre. Le Cameroun a l'ambition d'abriter le plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale. Pour cela, le ministre des Sports a récemment posé la première pierre des travaux de réaménagement de l'hippodrome de Lumundu de Garoua. C'est dans la région du Nord. On fait le point dans la pause actuelle dans un instant. Et toujours en pause actu, les trophées AGSC Awards se précisent un peu plus. La cérémonie de récompense des journalistes et acteurs sportifs aura lieu le 5 juillet prochain, ici même dans la ville de Douala. Cet après-midi, le comité d'organisation a donné une conférence de presse pour dévoiler les contours de cet événement organisé par l'Association des journalistes sportifs du Cameroun, AJSC. Vous écouterez tout à l'heure son président Arafat Ekunga et il y a un membre du jury, à savoir Alex Lembe. En seconde partie de ce magazine ce soir, deux thématiques sont au menu. La première thématique nous permet de remettre sur la table la suspension de Jérémy Sorel Njitap, président du SINAFOC. Il a récemment écopé, comme vous le savez, d'une suspension de 5 ans de toute activité liée au football. Suspension assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA à payer. Son secrétaire général, Maître Daniel Ngossa, lui aussi était suspendu pour 2 ans et doit payer une amende de 5 millions de francs CFA. Mais 72 heures seulement après la publication de cette décision de la commission d'éthique de la FECAFOOT, c'est la Fédération internationale des associations des footballeurs professionnels FIFPro qui, par voie de communiqué, a exprimé son soutien au président du SINAFOC et dénoncé dans le même temps une atteinte aux droits syndicaux, appelant la FIFA et la CAF dans la foulée à intervenir. Une sortie fortement contestée par l'Association nationale des footballeurs camerounais que dirige Lucien Metomo. L'ancien lion indomptable estime qu'il y a ingérence de la FIFPro dans les affaires courantes du football au Cameroun et rappelle que son association est la seule à représenter les footballeurs au sein de la FECAFOOT. Alors, quelle analyse est-ce qu'on peut faire de ce nouveau conflit au sein de la famille du football? C'est la première problématique du débat de ce soir. La seconde est aussi un sujet qui continue d'alimenter les conversations et c'est en rapport évidemment avec la controverse autour de la réception des fonds liés au match amical Russie-Cameroun par la Fédération camerounaise de football. Tout un parti d'un document posté sur les réseaux sociaux et qui a enflammé la toile. Un document qui laissait voir que les fonds reçus par la partie camerounaise de ce match amical d'octobre 2023 se sont retrouvés dans le compte bancaire du président de la Fédération camerounaise de football et non dans le compte de l'association. Et depuis, c'est le branle-bas. L'argent a-t-il été détourné ou non? La question reste sur la table au moment aussi où Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, bien que suspendu en 2023, a déposé une plainte auprès de la commission d'éthique contre le président Samuel Eto'o, Benoît Ambois, ancien coordonnateur général, et Blaise Djounan, ancien secrétaire général de la FECAFOOT. La controverse actuelle autour de cette affaire a-t-elle lieu d'être ou non? Ne manquez pas les analyses de nos différents invités en plateau ce soir. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jacques-Marcel Itiga. Il est responsable de communication au syndicat national des footballeurs camerounais SINAFOC. Jacques-Marcel, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux autres panélistes, bonsoir aux téléspectateurs de STV et singulièrement sur la nuit du sport. Merci de m'avoir convié. On espère qu'on va essayer du peu que nous pourrons de combler les attentes des téléspectateurs et apporter de lumière là où il y a des zones d'ombre. Merci en tout cas Jean-Marcel d'être là. Timothée Bakongo, ancien lion indomptable, est avec nous ce soir. Maxime, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bakeda.
Hein? J'étais secrétaire général de l'AFC pendant 10 ans. Ouais, on le sait. C'est pour dire que je comprends bien les problèmes liés aux classeurs, les problèmes des joueurs. Quoi. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes, que j'aime bien voir. D'accord. On a Maître Martial Biba, il est expert en arts martiaux et analyste de sport aussi, qui est invité quasi permanent de la nuit du sport. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. J'ai été bien bousculé cette semaine par rapport au sujet d'actualité. Il y a deux footballeurs, deux amoureux de football et fidèles téléspectateurs de la nuit du sport. Excusez-moi de dire à M. Roger Ntorgue et à Marcel Dib de bien s'installer parce que nous allons leur satisfaire une fois de plus en partageant nos idées sur ce plateau. On a compris, Maître. Merci d'être invité sur ce plateau. Merci en tout cas pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Notre consoeur Priscille Messéné, journaliste, est attendue sur ce plateau d'un moment à l'autre. Donc sans transition, on rentre dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et on commence par les sports équestres. Doté donc le Cameroun du plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale, c'est l'objectif visé par l'aménagement du grand hippodrome de Lumudu à Garoua, dans la région du Nord. Le ministre des Sports a récemment procédé à la pose de la première pierre de ces travaux. Les détails dans le reportage qui va suivre. Régional du Nord. 19 juin 2025, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, procède à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du grand hippodrome de Lumudu, situé dans l'arrondissement de Garoua 1er, région du Nord. Construit sur une superficie de 24 hectares, cet hippodrome est doté d'une piste de 1200 mètres et d'une tribune d'une capacité de 8000 places assises. Les objectifs visés par l'aménagement de ces terrains de sport hippique sont non seulement la professionnalisation de ces disciplines au Cameroun, mais aussi la mise en exergue des patrimoines sportifs autochtones. Cette symbolique renvoie d'abord à l'expression d'une évidence. Les grandes réalisations du président de la République, son Excellence Paul Biya, ne sont pas une virtualité, ils relèvent de l'ordre de l'effectivité et de la réalité concrète. Et ces grandes réalisations s'ajoutent les unes aux autres. Notamment en matière sportive, le chef de l'État a promu un gigantesque chantier de construction, de réhabilitation d'infrastructures sportives dans le cadre de la CAN, mais il ne s'est pas arrêté à cela. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la diversité, de la diversification et de la multiplicité des pratiques sportives, de disciplines sportives, et à propos d'une discipline sportive qui est profondément ancrée dans les traditions, dans les mœurs, dans l'identité culturelle des populations de l'ère culturelle soudano-sahélienne. Nous sommes donc là également pour affirmer la nécessité de valoriser les patrimoines sportifs autochtones et endogènes, à l'instar des sports équestres, qui touchent à la sensibilité, qui touchent à l'identité et à la personnalité anthropologique profonde de ces régions septentrionales du Cameroun. Et de la parole aux actes, une course hippique baptisée Grand Prix Albici et Garoua s'est déroulée sur ce circuit en guise de test. 17 chevaux issus des meilleures écuries de la région du Nord ont pris part à cette course pour le bonheur des populations et des autorités administratives et traditionnelles présentes. Outre l'aspect sportif, l'hippodrome de Lumudu sera doté de logements et d'un centre de formation des jeunes en maroquinerie. Autant d'atouts qui confortent le gouvernement dans son ambition de faire de ce circuit dédié aux courses de chevaux le plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale, affirme le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Voilà pour ce qui s'est donc déroulé le 19 juin dernier du côté de Garoua. Ces travaux, la pose de la première pierre de l'hippodrome de Lumudu du côté de cette ville de la région du Nord. Peut-être un commentaire, Jacques-Marcel Itiga. Le Cameroun, je disais tantôt, on l'a écouté, le ministre des Sports. L'objectif aussi, c'est de doter le Cameroun du plus grand hippodrome de la sous-région Afrique centrale.
c'est tout bénéf pour les adeptes de ce sport-là, le sport équestre. Il faut dire que Garoua est connu pour sa cavalerie. Et je pense que c'est normal qu'on réaménage cette structure-là qui, ma foi, était dans un état de délabrement et qu'on la modernise d'ailleurs. Ça va permettre qu'on professionnalise davantage ce sport qui est un sport olympique et qui pourrait, à travers cette infrastructure-là, mieux s'organiser et avoir des compétitions d'un niveau assez professionnel et que cela puisse permettre aux acteurs de ce sport-là de se nourrir en pratiquant ce sport. Parce qu'ailleurs, les sports équestres nourrissent les acteurs du milieu, notamment à travers les courses de chevaux qui rapportent beaucoup d'argent, mais je dis alors beaucoup d'argent sous d'autres cieux. Moi, j'ai eu le bonheur et la chance de faire une année scolaire quand j'étais au lycée, bilingue de Garoua. Et à cette époque-là, on voyait ce sport se déployer particulièrement lors des festivités, que ce soit au niveau du Lamido de Garoua, que ce soit lors des fêtes traditionnelles, que ce soit lors des fêtes publiques même également. Mais aujourd'hui que le gouvernement pense réaménager ou alors moderniser cette infrastructure-là, je pense que ça va permettre aux adeptes des sports équestres de mieux se déployer parce qu'en dehors des courses de chevaux, il y a d'autres disciplines qui sont d'ailleurs des disciplines olympiques et Dieu sait que le Cameroun, il est en guillemets maudit de talent dans toutes les disciplines. C'est dans le bon sens. Ouais. Dans toutes les disciplines, il faut tout simplement aller les détecter. Et dans cette partie du pays, la partie septentrionale, il y a de bons cavaliers, des gars qui maîtrisent bien, qui font corps avec leur monture, je vais dire. Et je pense que ça va raviver et ça va susciter des passions des plus jeunes à pratiquer ce sport-là. Alors, Timothée Makongo, un commentaire rapide. On peut dire qu'on est là un peu dans ce que le chef de l'État a demandé. Là, pas de sport majeur, pas de sport mineur. Là, on n'est pas de sport équestre. Non, en fait, pour dire la vérité, je ne pense pas à ce que le chef de l'État a pensé. C'est une pratique dans les régions septentrionales qui existe depuis plus d'une cinquantaine d'années, 60 ans. Maintenant, il faut professionnaliser. C'est ça l'objectif aussi, la professionnalisation du sport. Mais l'objectif ne va pas arriver 60 ans après. Heureusement que ça arrive. Mais la question qui se pose, premièrement, pourquoi on a attendu 60, 70 ans pour penser à ce sport? Pour ça, nous avons dans les défilés que je vois des fédérations, il y a déjà les fédérations de sport équestre qui défilent. Et nous avons au niveau du ministère les gens qui sont chargés de la promotion des sports pratiqués au Cameroun. Pourquoi attend-on que peut-être quelqu'un dans la région décide que il faut quand même qu'il y ait un truc? Parce qu'en réalité, il faut toujours, en dehors du plaisir que ça pourrait, parce que ça se fait surtout pendant les fêtes qu'il y a au Nord Cameroun, dans toute la zone sahélienne. Là. Comme disait Jacques Marcel. Les fêtes, les grands événements, les trucs. Le Cameroun pouvait penser comment ce sport équestre pourrait être rentable. Parce que nous voyons dans d'autres pays, le sport équestre rapporte des centaines de milliards. Et nous sommes dans un pays en sous-développement. Dans même le cadre du développement du tourisme, on pouvait faire avancer ce sport. Moi, je suis un peu contre l'idée où tous les jours, quand il y a une innovation, on dit le président Biya a pensé. Non, nous avons des structures qui devaient penser. Pourquoi toujours dire c'est le président Biya qui a pensé? C'est un peu comme vouloir nous endormir. C'est une chanson qui est évidente. Le président est le président de la République et il faut accepter cette chose comme ça. Maître Biba, une réaction rapide quand même par rapport à cette ambition-là de professionnaliser, on le rappelle, le sport équestre. Oui, c'est une belle ambition, mais je pense que cette ambition est pleine d'innovation, puisque M. Timothée parlait un peu d'une réaction tardive, mais qui a déjà sa place à partir du moment où la population est très contente, parce qu'il ne se fait pas tard. Et on doit dire aussi qu'il y a une très grande relation très harmonieuse entre l'être humain et le cheval, parce que c'est une ancienne relation. Et dans ce coin, qu'est-ce qui se passe? Le ministre est arrivé maintenant pour essayer de relancer ce que les gens attendaient, c'est-à-dire innover sur une piste, je pense de 24 hectares, une superficie de 24 hectares, une piste de 1200 mètres, avec peut-être une place, c'est-à-dire un lieu de 8000 places.
Une tribune de 8000 places couverte. Donc c'est des innovations qu'on attendait. Quel que soit le retard, il faut donner du temps à ceux qui sont encore en activité. Peut-être si les gens pratiquaient ce sport avant, qui ont été découragés pour être accompagnés et que d'autres existent aujourd'hui pour essayer d'exploiter par rapport à leur volonté, je pense qu'il ne se fait pas tard. Et le sport équestre, on doit faire savoir aux fidèles téléspectateurs que c'est l'ensemble des disciplines équestres sportives, n'est-ce pas, qui ont comme point commun des capacités athlétiques et esthétiques du cheval. À l'intérieur, on peut trouver d'autres disciplines qui peuvent satisfaire la population. Vous avez un truc comme le dressage. Le dressage, on voit souvent quand le cavalier est sur le cheval, quand le cheval galope, à un moment donné, le cheval s'arrête comme si c'était une chorégraphie. C'est comme si le cheval était en train de danser. Il y a des trucs comme peut-être la balade forêt, la balade peut-être plage. Il y a beaucoup de choses. Il y a le CCE, je pense, le concours complet d'équitation, là, le CSO, le concours saut d'obstacle. On va donc apporter ces innovations pour satisfaire les populations qui sont encore ancrées dans cette tradition de faire en sorte que demain ou après-demain, qui retrouvent leurs sensations. Pourquoi pas les sensations financières, mais les sensations compétitives, parce que le sport équestre peut se pratiquer en loisir comme en compétition. On sort un peu seulement de l'aspect traditionnel, de l'aspect culturel, pour quand même rentrer un peu dans... on accompagne l'aspect traditionnel à l'aspect compétition. Donc, l'aspect traditionnel, l'aspect loisir et l'aspect compétition. Ça veut dire qu'il faut avoir des formateurs. Alors, il faut gérer des formateurs. Des formateurs. C'est un très long chemin, mais espérons que ça va marcher. On parle cette fois des AJSC Awards 2025. C'est la deuxième édition cette année. La cérémonie de récompense des journalistes et acteurs sportifs est prévue pour le 5 juillet prochain, ici même dans la ville de Douala. Une conférence de presse a eu lieu cet après-midi. Occasion pour le comité d'organisation de revenir sur certains facteurs, de dévoiler les contours de cet événement. Nous vous proposons de suivre la réaction du président national de l'AJSC, Victoria Wenan Arafat Ekonga, suivi de la réaction d'Alex Lembe, qui est membre du jury. Regardez. Nous sommes d'abord ravis de la mobilisation de la presse ce matin pour nous accompagner dans notre événement, les trophées AJSC, qui sont à leur deuxième édition. Nous avons enclenché ce projet, nous avons ressuscité ce projet parce que c'était notre cheval de bataille quand nous avons pris notre mandature il y a près d'un an. Et nous avons d'abord commencé par rassembler tous les journalistes sportifs qui étaient un peu divisés. Et après, nous avons enchaîné avec les formations. Maintenant, nous sommes sur les trophées AJSC et après, on sera sur la sécurité sociale du journaliste sportif. Et nous sommes contents de la mobilisation que nous trouvons ces derniers temps par rapport à ce projet des AJSC trophées parce que c'est un projet qui va récompenser l'excellence du journalisme sportif camerounais. Vous savez, actuellement, la presse sportive est un peu en perdition. Il y a des journalistes qu'on confond. On confond des gens qui sont dans les réseaux sociaux à des journalistes. Il suffit que quelqu'un crée sa page Facebook et il a 1000 abonnés, il se dit déjà journaliste et les gens le confondent à un journaliste sportif. Donc, c'est pour cela que nous avons créé cet événement pour distinguer le vrai du faux. Donc ce seront vraiment uniquement les meilleurs journalistes sportifs du Cameroun qui seront récompensés lors de cette trophée AJSC. Ceux qui respectent l'éthique, ceux qui respectent la déontologie, ceux qui respectent les canons du métier, ce seront eux qui seront récompensés. Les catégories ? Il y aura plusieurs catégories, il y aura 15 catégories parmi lesquelles meilleur reportage télé, meilleur reportage radio. Bref, le secrétaire à l'organisation, il va tout vous détailler par rapport à ces catégories. Mais nous avons aussi des catégories spéciales, notamment la meilleure performance journaliste sportive féminine, parce que nous devons encourager vraiment la gente féminine à pratiquer ce métier qui est compliqué. Nous aurons aussi un prix spécial pour la meilleure performance d'un journaliste vétéran, parce qu'on voit
encore dans les stades maintenant, des vétérans que nous avons trouvés dans les métiers qui continuent à aller dans les stades. C'est l'occasion de les récompenser. Et il y aura aussi un prix spécial pour le meilleur jeune reporter de la presse sportive qui sera récompensé évidemment par l'AIPS qui est notre tutelle. Donc, en même temps, on va aussi, en dehors des prix décernés aux journalistes sportifs, avoir des prix pour des sportifs eux-mêmes, parce que sans les sportifs, nous ne sommes rien. C'est comme ça qu'on aura le prix du meilleur sportif masculin du Cameroun. On aura aussi le prix de la meilleure sportive camerounaise. Donc c'est en gros ça, les trophées AGSC, avec un jury constitué des légendes comme Madeleine Sopikoto qui est la présidente et Alès Lembe, qu'on ne présente plus, un vétéran dans les sports dits mineurs. Et aussi, on a aussi notre patriarche Emmanuel Tato qui est du Comité national olympique, parce que nous avons aussi le soutien du Comité national olympique et de beaucoup de fédérations sportives. Déjà, on va dire que le jury est constitué de 3 personnes, 3 éminentes personnes que vous connaissez très bien, dont la moralité est loin d'être douteuse, ou dont les moralités sont loin d'être douteuses. Il y a comme présidente du jury Madeleine Sopikoto, que tout le monde connaît très très bien. Il y a le grand frère et l'aîné Emmanuel Tato, du Comité national olympique et sportif camerounais, et Alex Lembe, que je suis. Donc ce sont ces 3 personnes qui constituent n'est-ce pas, ce jury. Et il faudrait bien dire aux journalistes, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, candidater, qu'ils n'aient pas peur. Ça, nous allons travailler dans l'impartialité totale. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on ait des appréhensions, que ah non, moi je ne vais pas candidater parce que, ben non, loin s'en faut. Il faudrait bien candidater. Il faut également rappeler aux uns aux autres que ce ne sont pas que les journalistes appartenant, n'est-ce pas, à l'AGSC qui peuvent candidater, c'est tous les journalistes sportifs qui peuvent candidater. Donc, loin de tout soupçon, candidater et vous serez sincèrement et très bien servi. Voilà donc pour ces différents détails liés à cet événement important pour la presse sportive. Ce sera la 2e édition de ces AGSC Awards depuis la mise sur pied de cette association des journalistes sportifs du Cameroun. Je voudrais rapidement avoir le commentaire de Jacques-Marcel Itiga, qui est quand même de la corporation. Jacques-Marcel, quelle est l'analyse que vous faites du fait d'avoir ressuscité, entre guillemets, les awards? Mais c'est une très bonne chose. Hein. Il y a quelques années, ça faisait courir la presse. Je me souviens, moi-même, j'avais candidaté dans une catégorie, on ne m'attendait pas, certainement, la catégorie photo, parce que je m'étais essayé, j'avais candidaté. Vous savez, le plus important, c'est de participer, bien qu'on ait envie de gagner. Parce que quand on participe, on a envie de gagner. Et vous savez, la reconnaissance des pairs est ce qui est plus important en termes de distinction personnelle. Un journaliste qui est récompensé par l'association des journalistes sportifs, vraiment, ce trophée a une valeur inestimable pour lui. Donc moi, je loue cette initiative de Arafat Ikunga et tout son bureau, vivement que le boulot de la commission se fasse, mais surtout qu'il y ait beaucoup de candidats dans les 15 catégories qui sont en compétition pour que justement la compétition soit plus vaste et qu'on ait les champions que nous méritons. Je me souviens en son temps, certains disaient on n'a pas besoin de susciter les candidatures, on n'a pas besoin de demander aux gens de venir candidater, que c'est la corporation elle-même qui devrait aller chercher les travaux des uns et des autres. J'ai dit non, parce que là ce sera un travail vaste. Il faudrait que les gens s'intéressent à cette compétition et soumettent leurs œuvres à l'appréciation de ce jury-là et attendre les résultats. Donc chapeau vraiment à M. Kunga Arafat et à son bureau, vivement que les uns et les autres déposent les candidatures et que la commission se mette au travail. Madeleine Sopi, c'est présidente du jury. Voilà, Emmanuel Tato, Cameroun Tribune, retraité aujourd'hui au CNOC, Alex Lembe. Je pense que pour une relance, on a un jury qui a de la gueule et qui pourrait nous sortir des beaux champions. Donc,
J'y serai. Je vais faire l'effort d'y être et de participer à cette fête-là que nous espérons faire vivre cette association-là qui, à un moment donné, était dans les querelles, il faut le dire. Et il y a toujours des dissensions avec d'autres associations qui sont nées. C'est le problème corporatiste chez nous. On manque de solidarité, alors que unis, on est plus fort et mieux écouté, plus respecté, alors que si on va en rang dispersé, c'est pas le cas. Donc, il y a du travail à faire. Il fallait commencer quelque part. Ils ont décidé de ressusciter cela. Chapeau les gars, courage et allez-y. Merci bien pour ce commentaire à propos de cet événement. On rappelle AJSC Award Acte 2. Rendez-vous le 5 juillet ici même dans la ville de Douala. Et avant la cérémonie, il y aura des sessions de formation, des masterclass la veille avec comme principal formateur Sylvain Harry Cissé, qui est journaliste indépendant et qui a longtemps travaillé pour Canal+. On termine la pause actu par une actualité, excusez la tautologie, qui secoue un peu plus le milieu du football. C'est un fait qu'on a observé il y a quelques jours, un arbitre qui a sonné un coup de tête à un footballeur. On devrait avoir l'image Eringando à la réalisation. Voilà un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Cette contestation des joueurs et puis à un moment donné l'arbitre qui et les joueurs aussi, c'est vrai que les images sont assez choquantes. Maître Biba, est-ce que vous avez quand même eu vent de cette actualité? Affirmatif, j'ai eu vent de cette actualité. Maintenant, du côté de la psychologie sportive, généralement, on n'admet pas ce genre d'acte, mais on entre aussi au niveau des interrogations. C'est-à-dire qu'on est parfois surpris, sur le plan humain, on est surpris de faire, c'est-à-dire de proposer un acte à l'immédiat et de s'interroger soi-même si peut-être c'était la bonne solution. Parce que humainement, on peut être en colère. Mais notre objectif, par exemple, dans les arts martiaux, c'est de contrôler la colère. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit qu'on soit en colère, mais il est autorisé de contrôler cette colère. Ça nous permet de réagir vraiment avec tact. La colère étant un sentiment de culpabilité contre une personne, un objet qui s'accompagne du désir d'éliminer la cause, on doit chercher d'abord à savoir l'origine, c'est-à-dire qui a poussé à l'arbitre d'arriver peut-être à ce niveau. Mais maintenant, quand on observe cette image, on constate qu'il y a d'abord une certaine altercation verbale qui a poussé vraiment à la perte de contrôle de l'arbitre pour poser un coup de tête sur le joueur. Nous savons l'arbitre étant le seul maître du terrain, l'arbitre étant le patron des joueurs en termes de discipline. Et de mon côté, il devrait se ressaisir pour pouvoir maintenant passer par des sanctions. Mais d'un côté, je pense que la formation que l'arbitre a eue sur le plan disciplinaire et psychologique, cette formation a aussi été donnée pour les joueurs. Ce qui fait que les sanctions, les responsabilités doivent être partagées. Je ne peux pas ramener ici l'image de la légende de Zidane face à Materazzi. Zidane a écopé d'une sanction, un carton rouge, mais Materazzi a fait sortir Zidane de ses gonds. C'est pour cela que lors de son interview, il a dit, Zidane, je demande des excuses à tous les sportifs, à tous mes fans, mais pas à Materazzi, parce qu'il a affiché son image contre vraiment l'éthique sportive. Il y a d'autres actes qui se posent où, dès qu'on ouvre une enquête, on ramène l'arbitre à l'ordre, on ramène le joueur à l'ordre. Mais la discipline dans l'ensemble voudrait en sorte que le joueur qui part vers l'arbitre doit être beaucoup plus réservé, de ne pas créer un climat de sensation négative qui peut pousser à l'arbitre de sortir de ses gonds. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup plus la réaction, mais je regarde beaucoup plus l'origine de la réaction. C'est-à-dire que je ne peux pas regarder tout simplement la réaction de l'arbitre, mais je dois aussi m'interroger sur ce qui a fait en sorte qu'un arbitre, parce que cet arbitre, je pense bien qu'il sait qu'il ne doit pas le faire, mais s'il l'a fait, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où il faut sanctionner aussi le joueur correctement et bien pour que ce genre d'acte
n'arrivent plus sur le terrain. Mais ce n'est pas une bonne image quand même dans l'ensemble du sport en général, du football en particulier. C'est pas une bonne image. Timothée Makongo, vous avez été joueur. Oui. Bon, en fait, c'est vraiment un mauvais exemple, cette image. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au-delà de tous les aboutissements relatifs à la relation de cause à effet, comme le décrivait mon frère tout à l'heure, en réalité, tout ça, ça n'a pas de sens. Il y a une disposition qui est prise dans tous les milieux sportifs. Quand on devient arbitre, ça veut dire qu'on apprend à se maîtriser. Parce que si vous vous lancez dans les causes d'un acte pour définir, pour trouver une excuse, on s'emballe tout de suite. Il vaut mieux se tenir aux dispositions de punition qui ont été prises pour... parce que aussi bien que l'arbitre qui a donné le coup, ou les joueurs qui ont réagi en donnant un coup à l'arbitre, tous ils sont suspensibles, il n'y a rien à faire. Donc moi je ne veux pas raisonner si... sont partagés, oui, ils ont réagi. Donc ils aussi méritent un carton. Et maintenant c'est les commissions de discipline qui vont décider de la peine à donner à chacun. Mais je refuse toutes les discussions que les gens mènent souvent sur la réalité de cause et effet, parce que ça crée beaucoup de troubles. On essaie d'expliquer que non, il a raison. On a vu en France des gens qui disaient non, il m'a insulté, il a dit que je suis un noir. Ça sert à rien. Tu donnes un coup de poing, allez, on te suspend. Je pense qu'il faut se retenir tout simplement aux dispositions disciplinaires. C'est-à-dire que l'arbitre pouvait sortir ses cartons. Non, l'arbitre ne peut pas sortir ses cartons, mais il y a d'autres qui contrôlent l'arbitre. Il y a le commissaire de match qui peut demander la suspension. Il y a des observateurs de match. On peut tout de suite sortir cet arbitre et déléguer un autre arbitre pour le match, tout simplement. Parce que l'arbitre, il est répréhensible. Alors, le coup de tête, c'était évidemment, on l'a vu, lors de un joueur de la formation des Choucha. Et on a également vu au niveau du SINAFOC, vous avez condamné ce qui s'est passé, Jean-Marcel. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes le syndicat des footballeurs camerounais et lorsque un footballeur camerounais est victime d'une agression, nous devons de sortir et dénoncer et condamner l'acte et apporter notre soutien à ce footballeur-là. Ça, c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Mais il faut préciser ici que nous sommes contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Mais ce qui nous pousse à condamner avec la dernière énergie, c'est parce que l'acte posé vient d'un officiel, d'un arbitre qui, lui, a pour principale mission sur un terrain de football d'assurer et de s'assurer que l'intégrité physique des acteurs est protégée. Et c'est lui qui porte atteinte à l'intégrité physique du joueur. Donc, si on était dans le domaine du droit, on dirait que cet arbitre mérite la sanction la plus sévère. La plus sévère. C'est pour cela que dans notre communiqué, on a sollicité qu'il y ait une enquête minutieuse et sérieuse pour faire la lumière sur ces événements-là, établir les responsabilités et sanctionner sévèrement l'eau ou les coupables. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de regarder cette vidéo tout en longueur parce qu'elle part d'un penalty sifflé par l'arbitre contre les joueurs de Aïsocha. Le penalty, il est contestable, plus ou moins, ça dépend des acteurs, mais les joueurs n'ont pas contesté. Ils ont laissé respecter la décision de l'arbitre. Le penalty a été exécuté par APGS et il a été transformé. Maintenant, il fallait reprendre le jeu. Les joueurs ont pris le ballon normalement, ils ont déposé au rond central, mais sauf que plutôt que de relancer le jeu, ils se sont couchés en signe de protestation et de contestation. Parce que déjà au précédent match, ils avaient été victimes, ils disent qu'ils ont été victimes d'un pénalty également injuste. Donc ça veut dire qu'ils avaient préparé leur mode de contestation. Plutôt que de contester bouillamment et violemment, ils se sont plutôt couchés sur la pelouse en signe comme pour dire que bon, ok, plutôt que de jouer, nous on vous laisse gagner sur tapis fer et nous on ne joue plus. Donc au moment où il se couche, je pense que l'arbitre sur le plan psychologique, sur le plan mental, il est plus au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce type de réaction. Et comme c'était bien préparé, le capitaine, pendant que ses coéquipiers tous sont couchés, le jeu ne peut pas reprendre parce qu'aucun joueur n'est debout en dehors du capitaine, qui lui se dirige vers la zone technique
donc vers le banc de touche de son club, pour aller chercher le message qu'ils avaient pris la peine d'écrire sur un bout de papier, au cas où une injustice, selon eux, se produirait contre leur club, pour venir maintenant demander à ses coéquipiers de s'élever et d'aller vers la tribune où toutes les caméras filmaient le match qui était diffusé sur les plateformes de la Fédé. Et il a brandi le message. Et après, ils ont, je pense, ils voulaient repartir pour jouer. Et puis, le capitaine, à un moment donné, est sorti de l'aire de jeu. C'est qui, ma foi, si on regarde les règles du jeu, mérite au maximum un carton jaune, pas un rouge. Mais sur ce coup, l'arbitre a mis un carton rouge au capitaine, simplement parce qu'il est sorti. Et maintenant, la suite, on la voit là tout à l'heure, les joueurs commencent à contester, se ruent vers l'arbitre, et c'est pendant ce temps, certains cadres, et le capitaine qui vous laisse partir, parce qu'il a écopé d'un carton, revient. Maintenant, suivant les quelques sources, ils disent que dans cet échange-là, le capitaine qui a le short plié, vous voyez, aurait adressé des propos pas acceptables à l'arbitre. Aurait, parce qu'on est loin de savoir ce qu'il a dit. Là sont les techniciens et les enquêtes. Mais cet arbitre, vous voyez, avant ce coup de tête, physiquement, aucun joueur ne le touche. Donc, il n'a pas besoin de donner ce coup de tête. Et après, c'est vrai, le capitaine assène un coup de pied, mais c'est toujours les coéquipiers, les autres coéquipiers qui essaient de calmer. Parce que avant que les officiels n'arrivent, si ces gars-là avaient décidé vraiment d'en finir, d'en découdre avec l'arbitre, seul contre tous, ils n'auraient pas réussi. Donc, ce sont des scènes qu'il faut contester, mais ça part d'où? Ça part du fait du débrayage qu'on connaît du corps arbitral qui revendique les impayés dus à hauteur de 300 millions. Ça part de là. C'est pour cela qu'on retrouve aujourd'hui des arbitres qui, en 9 jours, dirigent 8 matchs. Vous vous rendez compte qu'il y a des arbitres, comme les matchs se jouent en avancée et en retard, il y a un arbitre, pour une même journée, il joue 2 matchs. C'est pas acceptable. Donc, il faut donner quand même le nom. C'est Boumba Martin, l'arbitre central. Aujourd'hui, c'était la 5e journée, play-off, up et down. Il n'a pas joué. Mais l'un de ses assesseurs qui était dans ce match, Moyon, il a dirigé un match à Douala. Je pense que ce n'est pas normal. Le trio, on aurait dû d'abord, à titre conservatoire, les mettre de côté, en attendant de mener les enquêtes et d'établir les responsabilités pour sanctionner. Donc, à un moment donné, vous savez, on est en fin de saison et les enjeux sportifs sont énormes. Mais alors énormes. Il faudrait que l'organisateur songe à apaiser, à être pédagogique, plutôt que déguiser les tensions. Il y a des équipes qui vont vous dire, prenons Agaroua. Je sors par là, on est à Agaroua, Dynamo joue Gazelle. Il y a 3 pénaltys dans le match. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un match où il y a 3 pénaltys, mais il y a des images où on voit un joueur, toujours dans le championnat, il prend le ballon dans son propre camp, il passe en revue la défense, il marque, mais on siffle hors-jeu. Mais ça, ce sont des choses inexplicables. À un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans la maison. D'accord, rapidement. Et puis, je voudrais l'intervention de Maître Vivant. Vous pouvez parler à c'est Maître. Non, Jacques Marcel. Jacques Marcel. Vous pouvez répondre à Jacques Marcel. En fait, il y a un truc que le football a beaucoup évolué et il y a des règles qui se sont mises en place, il y a des commissions qui sont mises en place, il y a des pratiques qui sont en place. Et un club qui prend sur lui, après l'exécution de pénalty, de se coucher sur le terrain, ils entrent dans une violation qui est évidente. Parce qu'ils auraient pu attendre soit la minute, soit à un moment donné, parce qu'il y a ce qu'on appelle les réserves, parce que maintenant, pendant les matchs, il y a des observateurs, il y a des commissaires de match, il y a d'autres observations, il y a même les caméras qui regardent, ce qui fait que si vous portez plainte, vous dites que vous portez des réserves pour telle situation, les réserves vont être examinées par une commission qui existe à la Fédération camerounaise de football. Quand les joueurs se coupent, quand les joueurs se couchent sur le terrain, c'est déjà une indiscipline. C'est-à-dire, en fait, quand on parle, parce que là, tu parlais de cause, pour laquelle, c'est pour ça qu'il dit que si on veut examiner toutes les causes et toutes les conséquences des causes, on va se perdre. Vaut mieux prendre des sanctions. Juste en 2 secondes, Vraiment en 2 secondes, parce qu'il faut rappeler des joueurs couchés sur l'air du jeu, ils n'ont enfreint aucune règle. Et c'est pour cela que l'arbitre est embarrassé, parce qu'il ne peut sanctionner aucun. Étant donné qu'ils sont couchés, c'est comme un joueur qui s'est fait mal. Attention. Moi, je vais vous donner une scène. Je vous donne une scène qui s'est déroulée en Amérique du Sud. C'est-à-dire les clubs sont insolvables. On ne paye pas les joueurs. Les 2 équipes arrivent, c'est 2 scènes. Les 2 équipes arrivent. Et puis,
il y a tous les joueurs d'une équipe qui se couchent et commencent à se tordre comme s'ils avaient faim et tout le reste. Et l'arbitre est embarrassé. Il ne peut pas jouer parce que pour que le jeu se joue, il faut au moins 7 joueurs valides, donc debout. Vous comprenez? Donc, aucun joueur n'a enfreint les lois du jeu et l'arbitre ne peut pas sanctionner parce qu'après un bout, il s'élève pour jouer. Tu ne peux pas les sanctionner. De l'autre côté également, tu toujours une scène. Il peut demander un temps mort. Non. Il y a des médecins qui sont là. Si c'est un mal de ventre, il y a un temps, ça dit qu'il y a un temps, l'arbitre peut juger, il y a un temps, mais ils sont restés couchés quelques secondes seulement pour manifester. Donc, ils n'avaient enfreint aucune règle. Et ça a embarrassé certainement l'arbitre. Alors, par rapport à ce match Ishocha contre APGS, on a vu la commission d'homologation des disciplines de la Fédération camerounaise de football qui a donc décidé de sanctionner Ishocha qui perd le match sur tapis vert et doit payer une amende de 500 000 francs CFA et APGS qui remporte le match par forfait, qui a plus 3 points évidemment au niveau de son classement. La commission dit aussi avoir constaté l'interruption, pour répondre à ce que vous étiez en train de dire, l'interruption. Non, c'est l'agression de l'arbitre. Le voie de fait sur l'arbitre qui est condamné. Parce que l'arbitre décide de ne plus reprendre le match parce qu'il a été agressé. Voilà. C'est le voie de fait. Et la commission constate aussi que le match a été interrompu. Non, le match n'a plus continué parce que l'arbitre, il a été agressé. Il ne pouvait plus continuer. C'est les voies de fait qui font qu'on perd le match. Il n'y a pas de l'interruption. Non. Que les joueurs se sortent. Non. C'est une forme d'interruption du match. Non, c'est parce que le match n'a pas pu reprendre parce qu'on a agressé l'arbitre. Vous étiez en train de parler des sanctions, des partages de responsabilités et autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la commission? Oui, Jean-Marcel a dit quelque chose de pertinent, c'est que l'arbitre, quelque part, a été violenté et il a donné son point de vue que je ne peux plus relancer le match parce que ceci, cela. Et vous allez constater que le joueur qui a reçu un coup de tête, on ne trouve pas normal, mais que ce joueur était soigné. Peut-être le joueur, on peut dire, pouvait être remplacé, mais que le joueur avait aussi des énergies pour riposter comme les autres. Mais l'arbitre qui doit donc diriger le match, y compris les coéquipiers de ce joueur, ne pouvant plus continuer à diriger le match, c'est normal que l'autre équipe soit sanctionnée. Moi, je suis beaucoup plus contre des actes pareils. Pourquoi? Parce que si vous faites ça dans un pays, peut-être que les hooligans n'existent pas au Cameroun. Vous faites ça là où il y a les hooligans, l'arbitre là n'est plus vivant. Pourquoi? Ce n'est pas seulement les acteurs qui vont tomber sur l'arbitre. Les spectateurs sont même violents pour les arbitres. Ils traversent les gradins. C'est-à-dire dans cette situation-là, l'arbitre n'aurait dû pas... Je dis dans cette situation, peut-être, je parle maintenant sur le cadre humain. Nous n'avons pas le même degré de sensation, le même degré de maîtrise, le même degré même de lecture d'intention, le même degré même de perception d'obstacles, même le même degré de négativité dans notre forme d'aura. C'est ce que je suis en train de dire. Un autre arbitre serait retenu, sortirait le carton pour sanctionner et faire un rapport. Nous avons aussi vu des arbitres qui se retiennent, qui sortent le carton et ça dégénère. Alors qu'il est sur son droit, les joueurs tombent toujours sur l'arbitre. C'est peut-être unique sur 20 ans au Cameroun où un arbitre donne un coup. C'est un cas unique sur 20 ans. C'est ça que les Africains ne savent pas ce que tu dis. C'est compliqué. Non, je parce que depuis 30 ans dans le football, je n'ai jamais vu je ne me fais pas bien écouter. Je ne dis pas que les Africains ne savent pas se retenir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je peux vous prendre un cas. À l'étranger, nous avons vu nos internationaux qui ont même fait des cours de psychologie sportive qui ont vraiment dégamé complètement. Et on a vu des joueurs qui ont fait des cours de psychologie sportive qui ont été sérieusement insultés. Ils n'ont pas pris la peine avec le public, ils ont continué à jouer. Donc je parle maintenant des états différents d'entendement, de perception qu'on devait gérer. Mais dans l'ensemble de l'éthique sportive et du football en particulier, qui est le sport roi, il faut à tout prix que les deux acteurs doivent se retenir. Ça veut dire, les deux parties, ça veut dire les joueurs doivent se retenir parce qu'ils ont formé. Rien qu'à jouer, à donner du résultat qu'on attend et non d'aller vers les officiels. De l'autre côté, les officiels savent qu'il y a des joueurs qui sont capables de les provoquer parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui la synergologie, c'est le langage gestuel non verbal. Aujourd'hui, il y a des gens dans les vestiaires qui contrôlent maintenant les provocations des joueurs sur le plan verbal, où les joueurs aujourd'hui causent avec la bouche cachée parce qu'il y a des provocations des joueurs et des joueurs viennent même faire en sorte
que l'arbitre sorte de gong. Et, excusez un peu en parenthèse, une équipe, par exemple, qui mène 1-0 et qui attend la victoire pour être qualifiée et qui se retrouve par l'égalisation à -5. Vous pensez que si un joueur trouve comme stratégie, comme test psychologique d'aller faire sortir l'arbitre de gong, si l'arbitre ne se retient pas, c'est autre chose qui va s'ingérer dans le match. Donc il faut... Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne mesurez pas ce que les joueurs ont fait. Ils ont accepté le pénalty, on a posé le pénalty, et ils se sont couchés sur ce stade. Mais c'est quelque chose d'impensable. C'est-à-dire que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Parce que ce que vous dites est vrai. Ce que Lydie est en train de me poser comme question, je tombe directement dans ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est-à-dire que vous me demandez le déroulement, les détails. Peut-être tel joueur est sorti pour aller faire pipi sans l'accord de l'arbitre, il est revenu, vu l'arbitre. Je ne veux pas entrer dans ça. Je veux entrer dans le vif de l'actualité, de ce qui a touché un peu le public. C'est ça le véritable problème. Donc, je ne dis pas que les joueurs qui se couchent au stade, c'est normal. Ils se couchent au stade pour adresser un message au public et à l'arbitre que nous ne sommes pas contents. Ils se relèvent peut-être pour continuer à jouer. Maintenant, qu'est-ce que l'arbitre doit faire? Si l'arbitre voit que les joueurs sont relevés pour jouer, et continue le match. Mais je dis qu'il y a ce qu'on appelle les tests psychologiques. Et j'ai pris l'exemple de Zidane qui est tombé dans un test psychologique plus court. Ils sont restés en infériorité numérique et l'Italie a gagné. Il faut éviter tout simplement d'en arriver là. Il faut éviter d'en arriver parce que si vous êtes un arbitre, aujourd'hui on est en train de voir par exemple des awards de l'AIGS, dans le monde même de l'arbitrage, il y a les arbitres qui ont des promotions. Si vous faites ça, si vous faites cela, même si le joueur vous a provoqué, vous l'arbitre, vous n'êtes pas bien qualifié. Ça c'est clair, vous n'allez pas... Nous sommes d'accord. Ce que je refuse, c'est qu'on fasse le jugement de l'arbitre. Enfin, il faut faire le jugement de tous les... Oui, c'est ça qui m'ennuie. Quand j'ai pris ma première prise de parole par rapport à cette image, j'ai dit... Il y a des gens qui décident que les joueurs sortent du terrain, les joueurs se mettent à sortir. Qu'est-ce que fait l'arbitre? Les responsabilités doivent être partagées. C'est pour cela, parce que j'ai pris le côté du joueur qui a provoqué l'arbitre à réagir ainsi. J'ai accusé les joueurs. Et j'ai dit, dans le monde du sport, personne n'est délaissé. Eux tous ont fauté. Parce qu'au joueur, il a l'obligation du résultat de ne pas les frustrer l'arbitre. Et du côté de l'arbitre, il a l'obligation de gérer le match tant sur le plan technique, sur le plan même psychologique. Parce que pendant 90 minutes, le football, pour l'arbitre, ne va pas se jouer seulement au niveau de la vue, mais au niveau même du ressenti. C'est ça mon véritable problème. Alors moi, je reviens un peu sur rapidement, parce qu'on doit rentrer dans le débat. Oui, normalement, il y a eu voix de fait sur l'arbitre qui ne pouvait plus reprendre le match, dont Issocha doit perdre le match sur tapis vert suivant les règlements généraux. Mais je pense que, étant donné qu'elle n'homologue pas seulement les matchs, cette commission, elle est également en charge de la discipline. Il fallait un aspect disciplinaire, tant pour l'arbitre qui a fait preuve d'indiscipline, lui qui est chargé de faire rien l'arbitre, en assénant un coup de tête aux joueurs, que les joueurs également qui ont soit tenu des propos malveillants, qui ont riposté également physiquement contre l'arbitre. L'équipe qui devait être sanctionnée. Voilà, donc c'est pas seulement l'équipe qui devait être sanctionnée. Je m'attendais que la commission sur le plan disciplinaire prenne des sanctions également, établisse d'abord déjà les responsabilités des uns et des autres et prenne des sanctions. On espère peut-être qu'ils ont d'abord homologué pour évacuer l'aspect sportif et peut-être ils reviendront sur les aspects disciplinaires plus tard. Mais que ce soit l'arbitre, d'abord, et les joueurs impliqués dedans, j'espère que pour cette fois-ci, on ne fera pas du 1 poids 2 mesures comme par le passé. Il faut être juste et équitable en prenant des sanctions qui doivent être prises dans ce cas. Alors, on rappelle quand même que les playoffs se poursuivent. Aujourd'hui, c'était la 5e journée des playoffs Elite Tour. Douala, Aigle Royal de la Ménois a battu Nusport de Bafan par 2-1. Victoire également de Bafmen devant Eding 1-0. 0-0 entre TKC et Atlantique. Et puis, Ngok et Tunja a battu Avion par 5 buts contre 1. Et l'Oiseau de la Ménois qui, avec 5 victoires en autant de matchs, obtient donc son ticket
d'accession en Elite One. C'est évidemment un retour en Elite One après sa relégation l'an dernier. On aura l'occasion de revenir sur ces playoffs dans nos prochaines éditions. On va rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat ce soir. Je vous l'annonçais en introduction, 2 thèmes. Suspension de Jérémy Njitap à l'ANFC, dénonce le soutien de la FIFPro. Pourquoi? Et puis la seconde thématique tout à l'heure, amicale Russie-Cameroun, controverse autour des fonds reçus par la FECAFOOT. Et pour planter le décor de la première thématique qui est en rapport avec la suspension du président du SINAFOC, on va vous proposer ce reportage d'Orient Donquin qui revient un peu sur les circonstances, les faits et la décision de la commission d'éthique ainsi que la sortie de l'Association nationale des footballeurs camerounais. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, Bouaké. Ce 23 janvier 2024, la Gambie est face au Cameroun pour la 3e journée de la phase de groupe dans le groupe C. Ce match à grand jeu ouvre la porte au 8e de finale qui voit la victoire du Cameroun 3-2 au terme d'une partie explosive. L'onde va se ressentir jusqu'au vestiaire où une des anciennes gloires du football camerounais se verra interdire l'accès. Les esprits s'échauffent, le ton monte et aujourd'hui les sanctions tombent. Jérémy Sorel Njitap, ancien lion indomptable, président du syndicat national des footballeurs camerounais, écope d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. Il est coupable de violation des règles de conduite générale de l'article 13 alinéa 1 et 3 du Code d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Cette décision de la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FECAFOOT sanctionne également Daniel Blaise Ngos, avocat par ailleurs secrétaire général du SINAFOC, d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 2 ans et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Celui-ci est coupable de violation des règles de conduite générale et de manque de loyauté des articles 13, alinéa 1 et 15 du Code d'éthique de la FECAFOOT. La commission qui a siégé le 28 mai 2025 à Yaoundé rappelle aux différentes parties qu'elle dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de cette décision pour demander les motifs par écrit. Passé ce délai, la décision devient définitive et exécutoire en l'état. L'ancienne gloire du football camerounais précise d'entrée de jeu que l'Association nationale des footballeurs camerounais est la seule association qui représente les footballeurs au sein de la Fédération camerounaise de football. De ce fait, Lucien Métomo marque son profond désaccord face au déni de reconnaissance de l'ANFC comme interlocuteur légal et légitime par la Fédération internationale des associations des footballeurs professionnels. Dans un communiqué rendu public ce 23 juin 2025, le président de l'ANFC est choqué par la méprise de son association et l'ingérence de la FIFPro dans les affaires courantes du football camerounais. Cette sortie arrive à la suite du soutien de cette instance internationale à l'endroit de Jérémy Sorel Njitap et Daniel Blaise Ngos, respectivement président et secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais. Rappelons que ceux-ci ont été suspendus de toute activité liée au football pour une durée de 5 ans pour le président et 2 ans pour son secrétaire général, ceci assorti d'amendes de 10 et 5 millions de francs CFA. Des décisions souveraines et entièrement indépendantes prises par les instances juridictionnelles de la FECAFOOT et respectées par son membre, l'ANFC. Cette dernière entend rétablir par tous les moyens son honneur chèrement entamé. Elle réaffirme son soutien indéfectible aux footballeurs camerounais de toutes générations confondues, son attachement aux valeurs du football et son engagement à contribuer au bien-être des footballeurs camerounais. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2000. Voilà, merci bien à Orient Donquin pour le résumé de tout ce qu'on a évidemment observé ces derniers jours en rapport avec cette actualité. Déjà, Jacques-Marcel Itiga, vous qui êtes responsable de communication au niveau du syndicat national des footballeurs camerounais, comment est-ce que vous avez accueilli
cette décision de la commission d'éthique de suspendre le président du SINAFOC? Alors, avant peut-être de parler de ce sujet, j'ai omis tout à l'heure, Timothée Makongo vous a rappelé d'entrée qu'il a été secrétaire général de l'AFC pendant une dizaine d'années. J'en profite pour l'annoncer ici. Le SINAFOC, AFC devenu SINAFOC, va célébrer ses 30 ans d'existence au service de la défense des droits des footballeurs. Et à cette occasion, oui, 30 ans, 96-2023, ça fera 30 ans. 96-2026, ça fera 30 ans. Donc, on a lancé cette année la série de manifestations marquant ces 30 ans-là. Il y aura des portes ouvertes. Et à cette occasion, nous avons pensé qu'il faille retracer l'histoire. Oui, absolument. Retracer l'histoire et essayer de primer les pères fondateurs et ceux qui ont bâti l'institution pour laquelle nous travaillons, nous personnellement, depuis 13 ans aujourd'hui. Donc, à cette occasion, ceux qui étaient là, Timothée Makongo, certains sont décédés comme Bassois, comme Louis-Marie Ondoa, certains sont en vie comme Corso, ou si vous voulez, V. Emmanuel, Théophile Abega est décédé. Donc, nous allons retracer l'histoire à travers une galerie de portraits de tous ces gens-là. Donc, il va falloir faire une très belle photo de Timothée Makongo et on va l'agrandir et elle sera accrochée parce que c'est ça l'histoire. On ne va pas la déformer. Peu importe ce qui est les contingences qu'on a pu vivre après, mais il a été là, il a participé à la construction de cette maison-là. Il a passé 10 ans comme secrétaire général et c'était le deuxième secrétaire général après Louis-Marie Ondoa. Donc cette histoire-là, elle est là, on ne va pas la déformer. Donc à cette occasion-là, je profitais parce que j'avais omis cela. Merci pour l'information. Seront rappelés, venir à la maison de footballeurs qu'ils ont construit parce que c'est eux qui la construisent et l'inaugurent en 2008. Et donc on va essayer de faire une grande fête pour eux et rappeler cette histoire-là pour que les autres sachent d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Alors, pour revenir donc à la décision, ce n'est pas la première fois, il ne va pas me démentir. L'AFC a subi les mêmes choses sous Ia Mohamed, où elle avait été exclue de l'Assemblée générale et le président David Mahébi exclu. Motif, pourquoi? Parce qu'on défendait Samuel Eto'o à l'époque, suspendu pour, je ne sais pas, 21 matchs ou 14 matchs. Après, ça a été ramené à 6 mois. Eh bien, c'était ça la raison pour laquelle l'AFC avait subi un certain nombre de choses. Alors, après cela, ce qu'il raconte est tout à fait clair, mais je veux dire que vous avez dit qu'il faut toujours faire attention aux raisons, à l'origine des choses, parce que souvent on avance beaucoup de choses et l'histoire fausse un peu les bases d'une réalité. Mais ce qu'il est en train de dire est tout à fait vrai. C'est l'esprit de ce qu'il est en train de dire est absolument vrai, dans ce sens que sur une base qui n'était pas absolument fondée, on a suspendu une association. Et c'est ça qui devrait. Par contre, les causes. Il y avait deux raisons. Il y avait deux raisons. Moi, je vais compléter. L'une, on parlait tout à l'heure de déloyauté et de défiance. Le comité exécutif avait pris sur lui de sanctionner Samuel Eto'o pour une durée de 6 mois. L'association, l'AFC, qui défendait les droits des footballeurs, est sortie pour défendre son membre et dit non. Et l'histoire a voulu que David Maï, président de l'AFC, siégeait comme membre du comité exécutif et avait refusé. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'était que la fédération accusait le président de l'AFC de gestion opaque et pas claire. Donc tout cela avait été balayé par à la CCA et au TAS. Donc voilà l'histoire. On va rien enlever. On mettra tout dans l'histoire parce que c'est elle. Mais il faut avoir les bases et la vérité. Parce que moi j'ai la vérité. Voilà. J'étais un acteur absolument engagé dans cette histoire. Donc il ne faut pas déformer un peu, il ne faut pas trop déformer la vérité. La deuxième raison que tu as évoquée, elle est parfaitement juste. Mais la première n'est pas tout à fait fondée. Voilà. OK. Maintenant, pour revenir donc à cette décision, je dis que ce n'est pas la première. Après cela, il y a eu la normalisation qui a voulu botter hors le SINAFOC. Après, il y a eu l'exécutif de Tombia Roko qui a voulu également. Et ça intervient toujours à l'approche des joutes électorales à la Fédération camerounaise de football. Vous estimez qu'il y a un rapport Je dis, paradoxalement, à 3 reprises, c'était toujours à la veille des joutes électorales. Donc, à chacun de faire son analyse. Maintenant, surpris,
À partir du moment où on convoque la chambre d'appel, convoque le président du SINAFOC et son secrétaire général, ça veut dire que le dossier est dans le pipe. Donc la chambre de jugement est venue seulement parachever le travail. Sauf que ils disent que ça a été contradictoire. Non, ça n'a pas été contradictoire. À partir du moment où les avocats du président du SINAFOC, convoqués pour la première fois, leur ont simplement apposé la lettre du secrétaire général de la CAF qui demandait à la fédération d'arrêter cette procédure et de transférer s'il y avait un dossier à la CAF. Donc plus jamais ils ne sont allés et la commission n'a pas donné de suite jusqu'à la découverte par nous de cette information dans les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été notifié. Donc en réalité, on ne peut pas commenter de la décision. Oui. Donc normalement, on ne peut pas commenter de cette affaire. Mais par respect pour vos téléspectateurs, il fallait bien qu'on vienne pour aller dans le sens du document en circulation. Vous voyez que le document parle des faits qui se sont déroulés à Bouaké. Le SG du SINAFOC n'était pas à Bouaké. Et le président du SINAFOC, il n'y était pas en qualité de président du SINAFOC. Il était l'invité spécial du président de la CAF en qualité de président de la division Afrique de la FIFPro. Mais là, on condamne. Il s'est retrouvé au vestiaire. On y arrive. Là, on condamne le. Si tu peux briefer un peu pour qu'on puisse discuter. Parce que j'ai dit, ok, d'accord. On sanctionne donc. Soit, d'accord. Bon, maintenant, si je m'en tiens à la thématique, nous, on n'est pas surpris. On le voyait venir. Eh bien, nous, on s'en tient au communiqué de la FIFPro qui s'insurge parce que nous, on pense que cette décision n'a rien à voir avec la présence du président Njitap dans les vestiaires des Lions Indomptables. C'est une décision politique et qui va dans le sens... c'est une décision politique qui n'a rien à voir avec la présence. Donc, on s'insurge contre cette suspension qu'on juge injuste et on pense que c'est une décision politique qui porte atteinte aux droits des footballeurs au Cameroun. Parce que le but ici, le SINAFOC suspendu de l'Assemblée Générale, donc retirer l'Assemblée Générale de la Fédération Camerounaise de Football. L'association qui a agréé la NFC, c'est une association qui est dirigée par un employé de la Fédération Camerounaise de Football. Donc, ça veut dire... Il a été au SINAFOC aussi. Ben, j'y arrive tout à l'heure, on va parler, il a été au SINAFOC, mais aujourd'hui il est employé de la Fédération Camerounaise de Football. Vous pensez donc qu'un employé de la Fédération Camerounaise de Football va défendre mieux les droits des footballeurs qu'un syndicat indépendant? Non, chacun peut faire ses conclusions. Donc pour Supri, nous disons non, parce que c'était dans le pipe. D'accord, vous estimez que c'est une décision injuste, c'est une décision politique. Est-ce que c'est la même lecture, Maître Biba? Quand vous regardez un peu, d'abord pour qu'il puisse... Je préfère qu'il réagisse d'abord, et puis Tchiboté, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, j'ai écouté avec attention le développement du responsable de la communication. La première question que je me pose, la décision est injuste. Est-ce que la Fédération camerounaise de football n'a pas les instances juridictionnelles pour faire ce travail? Je pense que les instances juridictionnelles ont pris le temps de voir ce qui s'est passé dans les vestiaires avant de sanctionner l'international, l'ancien international Jérémy Njitap. La deuxième question que je me pose, est-ce que Jérémy Njitap lui-même, en tant que président d'un syndicat, ou même avant qu'il ne soit président d'un syndicat, quand il a eu des fonctions, est-ce qu'il n'a pas eu à sanctionner, à suspendre aussi des joueurs? Je prends l'exemple de Cyril Domoro. Est-ce qu'il n'a pas été en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'a pas sanctionné? Aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi sanctionner Jérémy Njitap parce qu'il allait dans les vestiaires, alors qu'il est aussi un joueur qui vient bosser les joueurs camerounais pour un match qui concerne un peu l'image du Cameroun. C'était à la fin du match, féliciter, encourager. Avant, pendant, à la fin du match, on parle des vestiaires. On parle des vestiaires. Mais maintenant, ce qui me fait rire avant de me poser trop de questions, c'est que si on interdit au président de la Fédération camerounaise de football d'aller dans les vestiaires, ce n'est pas au président de SINAFOC qui ne peut pas être interdit d'aller dans les vestiaires. Nous avons vu l'interdiction d'un président d'une fédération comme M. Samuel Eto'o-Fils et ancien international qui a eu même un palmarès inarrêtable d'entrer dans les vestiaires. Les gens ont même anticipé sur leur happy birthday, sur les plateaux, ils ont dansé. Je ne parle pas des bureaux, je reprécise, dans la capitale du Cameroun où on a ouvert des bouteilles de champagne.
parce que le président de la Fédération camerounaise de football ne doit pas aller dans les vestiaires. Pourquoi ces gens-là il a respecté ça. Il a respecté. Pourquoi ces gens qui trouvent anormal la suspension de M. Jérémy Souren Djitap ont festoyé pour l'interdiction du président de la Fédération camerounaise de football? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Et c'est pour cela que je commençais en disant qu'il y a des instances juridictionnelles qui ont tellement examiné ce problème avant d'être sanctionnés. Et il faut apporter une précision ici pour faire savoir aux Camerounais qui ont trouvé un deuxième siège de la FECAFOOT, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, parce que pour eux, le siège de la FECAFOOT est dans les réseaux sociaux. Je parle de ceux qui sont tellement percés, excusez-moi le thème, qui font généralement de la masturbation d'esprit, qui ne sont pas tellement bien informés dans le cadre sportif, en général du football en particulier, de dire de n'importe quoi. Le président de la Fédération camerounaise de football a respecté un certain nombre de suspensions. Pour une deuxième preuve, je pense dans la Coupe du Monde de moins de 20 ans, le président Samuel Eto'o est descendu pour aller plaider, ne serait-ce que pour l'injustice de l'arbitre contre le moins de 20 ans. Oui. Il a écopé de 6 mois. Les filles. Il a écopé de 6 mois. Pourquoi les gens font un tapage quand le président lui-même, qui a aussi été suspendu à maintes reprises, qui a accepté la suspension et de trouver anormal pour une suspension qui a été étudiée par les organes juridictionnels de la Fédération camerounaise de football, que ce soit maintenant un sujet pour les inaptes, pour les anti-sportifs et pour ceux qui ne savent même pas comment on s'installe dans un stade de football. Pour moi, c'est étonnant. Donc, la suspension de M. Jérémy Souren Djitap et les autres peut-être qui l'ont suivi, ces suspensions ont lieu à partir du moment où les suspensions vont avec des motifs qui vont en cours. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Merci, maître. C'est cela que je veux rebondir. D'accord. Je vais rapidement déjà dire quelque chose. La seule chose que je regrette vraiment dans cette histoire-là, c'est que deux icônes, deux perles camerounaises, entrent dans les assombrissements camerounais. Excusez-moi, parce qu'en réalité, je reviens sur la même chose qui dit les réalités des causes et effets sont toujours sombres au Cameroun. Et il y a une manière de vivre camerounaise qui consiste à tirer sur les artistes, à noircir ceux qui ont été brillants, qui ont été reconnus, très bien reconnus dans d'autres pays et qui arrivent chez nous. Maintenant, aussi bien les arguments que présente mon jeune frère, et mes deux jeunes frères, tous les arguments qu'ils présentent ont leur raison d'être. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans la réalité du Cameroun, il y a une noirceur, une ombre s'est glissée. Non, on comprend que vous, en tant qu'ancien footballeur, c'est pour ça que je vais bien expliquer. Une ombre s'est glissée petit à petit dans les relations entre les dirigeants de différents organes du football camerounais. Maintenant, une ombre de haine, de corruption, de mensonges, d'isolement même de certaines personnes. Maintenant, ce que je voudrais dire de manière claire, que les gens comprennent, la FIFPro est pour le SINAFOC ce que la FIFA est pour la FECAFOOT. Ça veut dire que au départ, la FIFPro vous dit, pour que vous existiez en tant que syndicat, il faut que vous deveniez d'abord une association dans votre pays. Et pour que vous soyez association dans votre pays, vous devez être recommandé déjà, être reconnu par votre pays, par la FECAFOOT, et la FIFPro vous agrée après. Et quand la FIFPro vous a déjà agréé, c'est la FIFPro qui définit les règles qui vous obligent, que vous êtes obligé de respecter dans le cadre des dispositions qu'ils ont faites. Donc, il est impensable, parce que maintenant, au niveau de la FECAFOOT, le syndicat, en fait, à l'époque, c'était l'association, elle est connue comme un membre de la FECAFOOT. Mais un membre privilégié qui joue pour la promotion des joueurs, pour la défense des intérêts des joueurs et toutes sortes de défenses d'intérêts des joueurs. Vous comprenez? C'est-à-dire que les intérêts sont multiples. Ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être matériels, ils peuvent être de toutes sortes de nature. Et dans ce sens-là, parce que les raisons qui sont avancées, déjà, il y a une chose qui est bizarre. Un monsieur célèbre qui est président d'une autre association qui a été affiliée, dans quelles conditions? Parce que déjà, il faut passer par une élection. Les choses se passent généralement par élection. Les gens ont oublié le mot élection. On décide un matin, comme
c'est vrai que ça s'est passé aussi pour le Synafoc, parce que le Synafoc a damé le pion à une autre association qui avait été reconnue, le RFC. Bon, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ce que je veux faire reconnaître, c'est que Eto'o, qui lui est donc président, et qui j'étais émerveillé par son programme, parce qu'il avait présenté un très très beau programme, qui était excellent, hein, et qui a eu pour partenaire, dans les plus hautes sphères du football mondial, qui a eu Ndjita comme partenaire. Je ne comprends pas cette guerre qui peut s'installer entre deux étoiles, deux perles. Parce qu'il n'est pas question, à mon avis, que... Parce que Ndjita, partout dans le monde, dans toutes les équipes de la planète, si quand Pelé, n'étant plus footballeur, n'étant plus dans l'équipe du Brésil, arrivait pour encourager ou pour féliciter l'équipe du Brésil dans le vestiaire, tous des portes souverains devant Pelé. Ce qu'on avait fait Eto'o, ce qu'il a dit tout à l'heure qu'on a fait Eto'o, n'avait pas de sens. N'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce qu'on fait en Ndjita aujourd'hui n'a pas de sens. N'a pas de sens. Ce qui fait que la suspension de Ndjita, pour moi, elle est nulle, elle est sans effet, n'a aucune raison d'être. Tout comme les autres suspensions. C'est pour ça que je suis étonné que c'est devant Eto'o que cela se passe. Que c'est Eto'o qui accepte ce type de situation. Il devrait défendre parce que... Maître a rappelé à les instances juridictionnelles. Attention, les instances juridictionnelles... les instances juridictionnelles sont indépendantes. Il faut bien comprendre les instances juridictionnelles. Il y en a... il y a la commission de résolution des litiges qui est à l'intérieur. Il y a l'instance juridictionnelle, la CIA. Mais le Synafoc dépend d'abord de la FIFPro. Ça veut dire que la FECAFOOT peut vouloir prendre une décision. Il se renseigne au niveau de la FIFPro pour savoir, parce que ce n'est pas une commission de discipline de la FECAFOOT qui va juger le Synafoc. C'est des tests. Moi, je connais parfaitement ces tests, je les ai lus. Et une simple commission ne peut pas juger un syndicat de joueurs. Le syndicat est un syndicat de travailleurs. Oui, que cette commission c'est un syndicat de travailleurs. Ce n'est pas un syndicat de commission de football. Le plus étonnant, c'est que la suspension de Jérémy Ndjita fait l'actualité dans toutes les chaînes radio partout. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'interdiction du président Samuel Eto'o Fils dans les vestiaires? Pourquoi ça n'a pas fait de tapage comme maintenant? Ça n'a pas fait de tapage comme ça. Nous, on en a parlé. Non, ça a fait beaucoup de bruit. Nous, on a soutenu Eto'o. On a soutenu Eto'o à cette époque. Elle se souvient. Je dirais que c'est pas possible. C'est pour ça que je ne comprends pas que lui, le président Samuel Eto'o Fils, ça n'a pas eu de suite. C'est comme ça que la suspension de Jérémy Ndjita n'aura pas de suite. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui depuis qu'on a interdit que le président dans les vestiaires? Quelle est la suite? Je vais vous dire pourquoi il y aura des suites. Je vais vous dire pourquoi il y aura des suites. Pour le président, non? Pour le président Samuel Eto'o, ça n'a pas eu de suite. On est resté le bras croisé, on a ouvert les champagnes. Non, pour le président Eto'o, ça c'est ce que tu dis là, c'est les discours, c'est les faits des coulisses. Dans la réalité, ça vous prenez ça à la légère, comme président d'une fédération, juste aujourd'hui, n'est pas dans les vestiaires. Non, vraiment, je vous dis, ça c'est des déviations que les gens n'ont pas voulu regarder. Nous sommes dans un État qui est presque, je ne sais pas, j'ai failli dire... On va laisser l'État là où on reste dans le... Je ne sais pas, mais on est obligé de parler de l'État parce que c'est une déviation. Il y a les espaces pour ça. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je regarde qu'il y a un nouveau président d'une nouvelle association, encore que il faut faire la différence entre l'association et le syndicat. Le syndicat est un grand pas. Vous partez d'abord, pour être syndicat, il faut que vous fassiez au moins 5 ans en tant qu'association. Et quand vous devenez donc syndicat de joueurs, vous appartenez en même temps au ministère du Travail. Oui, bien sûr. Vous dépendez aussi du ministère du Travail, vous dépendez de beaucoup de choses. Une association qu'on appelle Fédération Camerounaise de football, pour suspendre même un syndicat, ils n'ont pas force de suspendre même un syndicat. Par contre, ils peuvent dire à un syndicat, vous ne faites pas le syndicat, ils peuvent prouver que vous ne faites pas le travail syndical qu'il convient de faire pour ce travail syndical. Mais s'attaquer au président, j'ai dit que c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'hommes qui ont des problèmes entre eux. Peut-être que Eto'o a fait quelque chose à Ndjita, Ndjita a fait quelque chose à Eto'o. C'est une guerre d'ego. Vous dites que c'est un règlement de compte, alors c'est ce que vous voulez... Je vous dis que c'est un règlement de compte. Cette guerre d'ego, cette guerre n'a pas commencé à travers la suspension, à travers cette suspension. Alors vous guerre d'ego ou pas? Vous parlez, je vais répondre à cela tout à l'heure. Vous parlez des commissions qui seraient indépendantes et que les commissions ont fait leur boulot. La première des choses, celui qui a saisi la commission d'éthique, c'est le secrétaire général de la FECAFOOT et il n'a pas qualité.
parce qu'il ne peut pas engager la fédération, seul le président peut le faire. Première anomalie. Deuxième anomalie, ils disent qu'ils ont suspendu le SINAFOC de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football et ses 2 délégués. Et si on s'en tient au code éthique, je pense que c'est l'article, je vais y regarder, l'article 70 alinéa 1, et cet article dit clairement que la commission éthique ne peut que sanctionner ces acteurs-ci, à savoir les dirigeants de la FECAFOOT, les dirigeants des différentes ligues, les délégués aux assemblées générales de la FECAFOOT, les ligues, les officiels, les joueurs, les agents, les organisateurs de matchs, les intermédiaires, selon les sanctions prévues par les statuts, le code éthique et le code des disciplinaires de la FECAFOOT. Alors, comment sanctionner quelqu'un que vous dites qu'il n'est plus membre? Et dans ces statuts-là, on ne prévoit pas qu'on peut sanctionner quelqu'un qui n'est plus membre. Vous voyez, on a listé ceux dont la commission peut sanctionner. Si on va encore plus loin... Attention, là, par rapport à quelqu'un qui n'est plus membre, ça dépend bon, je ne sais pas que je continue, moi je reste sur la réglementation. Oui. Ok, je reste sur la réglementation. Maintenant, on parle également du fait que c'est la commission indépendante. J'aurais eu dire qu'on avance ça comme argument. Voici les commissions qui sont indépendantes à la Fédération camerounaise de football. On les reconnaît. Je veux retrouver les commissions indépendantes à la Fédération camerounaise de football suivant les statuts. Ok. La commission éthique de la FECAFOOT, au regard des statuts, est reconnue comme organe indépendant. Il y a, je pense, 2 commissions. Il y a la commission électorale et il y a une autre instance. Attendez. Non, vas-y, avance autrement parce que sinon... Laisse-les. Non, si vous les laissez je veux lui montrer. En fait, en termes d'indépendance, il y a 2 commissions simplement. C'est les statuts de la Fédé qui le disent, qui sont des commissions indépendantes. Parmi les 2, il y a la commission électorale. Il n'y a pas la commission d'éthique qui, elle, est une chambre juridictionnelle. Vous comprenez? Je reste au niveau des statuts. Maintenant, si on rentre également dans les statuts de la Fédération camerounaise de football, on va constater que la FECAFOOT est affiliée à la FIFA et à la CAF. Oui. Et dans les statuts, on dit à ce titre, donc, en tant que membre de la FIFA et la CAF, la FECAFOOT elle-même doit respecter les instructions et les directives de la FIFA et de la CAF. Oui. Il y a donc une directive de la CAF qui dit arrêtez cette procédure. Envoyez-la à nous si vous avez le dossier. Et on passe outre cette directive. Donc, si on va... Mais en son temps, le secrétaire général avait répondu en disant que... C'est ce que j'ai dit que... Je vous ai répondu, le secrétaire général avait dit la commission indépendante. Je vous ai dit que parmi les commissions indépendantes, les juridictions, les chambres juridictionnelles ne sont pas indépendantes. Il y a 2 commissions seulement qui sont indépendantes, suivant les textes de la FECAFOOT. Et autre chose, le secrétaire général n'a pas qualité d'engager la Fédération camerounaise de football. Mais non, vous avez parlé d'ego des personnes. Moi, vous savez, moi je suis au service d'une institution qui s'appelle SINAFOC. Le débat de personnes, il est mal placé. Lorsqu'on ramène toujours le débat JTAP contre Ito, vraiment, ça arrange ce que ça arrange. Nous, on est au service du droit, la défense des droits et des intérêts des footballeurs. Donc, comme l'a dit le communiqué de la FIFPro, je vous ai dit tout à l'heure, qui s'insurge, parce que pour nous et la FIFPro, c'est un problème politique qui touche à la défense des droits des footballeurs. Je le dis pourquoi. Vous ne pouvez pas dire que vous sortez un syndicat du football qui est indépendant, qui ne reçoit rien de la Fédé, juste la collaboration, en toute indépendance, et vous mettez à la place de ce syndicat une association qui est dirigée par votre employé. Et ça pose un problème du droit de la représentation des joueurs et du droit des droits des intérêts des footballeurs. C'est là-bas le débat. Le débat, c'est qu'on a un syndicat qui ne fait pas chorus, une institution qui ne fait pas chorus, qui veut jouir, qui défend son indépendance. C'est-à-dire que, comme Timothée Makongo l'a dit, que ce soit l'AFC qui est devenu SINAFOC aujourd'hui, on a toujours notre indépendance. On a une seule tutelle qui vient de la FIFPro.
et les moyens viennent de la FIFPro. C'est là-bas où on rencontre. Maintenant, ici au Cameroun, on se doit, à côté de la défense des droits et des intérêts des footballeurs, faire des propositions à la FICAFOOT pour le développement et la professionnalisation du football camerounais. Et il le sait depuis son époque jusqu'à aujourd'hui. S'il y a encore des métiers qu'il a toujours pour proposer, document à l'appui, à chaque réunion, c'est documenté, on dépose. Voici ce que nous pensons. Voici. Mais ça dérange. C'est là-bas où ça dérange. Et aujourd'hui, on en fait donc un problème de personne. On oppose M. Eto'o à M. Ndjitap. Mais nous, on ne perçoit pas ça comme ça. Parce que en quoi la présence de M. Ndjitap au Sinafoc entacherait la présence de M. Eto'o à la FICAFOOT? Ils ne sont pas rivaux. Ils ne sont pas rivaux. Donc, Jacques, excuse-moi, je précise quelque chose, que tu as soulevé quelque chose de très important. L'association qui vient de s'installer est l'association. Oui. Elle ne sera jamais définitivement reconnue par la FIFPro tant qu'elle reste associée. Il faut qu'elle passe des caps d'association à syndicat. Or, nous avons un syndicat au Cameroun. Et la FIFA ne reconnaît que les syndicats... Non, la FIFA d'abord ne reconnaît que les syndicats qui sont affiliés à la FIFPro. Tu comprends? Ça veut dire que le seul syndicat qui est encore affilié à la FIFPro maintenant, c'est le Sinafoc. Maintenant, pour revenir à votre question, pour continuer. Si ça change demain, il faudrait que le nouveau syndicat, la nouvelle association, fasse 5 ans. C'est un peu comme on demande à un pharmacien pour qu'il ait sa pharmacie au Cameroun, il faut qu'il fasse 5 ans pour pouvoir avoir son officie. C'est la même chose. Vous devez faire vos preuves pendant 5 ans. Et avec évidemment des rapports que vous avez régulièrement à la FIFPro. Et la FIFPro vous donne donc l'autorisation de vous muer en syndicat. Et maintenant, quand vous vous muez en syndicat, vous ne dépendrez plus seulement de la FIFPro, vous dépendrez aussi de la réalité intérieure de votre État, c'est-à-dire le ministère du Travail de votre nation. C'est pour ça que le Sinafoc, à un moment donné, a voulu absolument que les joueurs soient affiliés à la CNPS. D'accord. Avant de revenir à votre thématique, Jacques, juste pour ajouter quelque chose rapidement, vous savez, la FIFPro ne reconnaît qu'un syndicat par pays. Le Sinafoc est celui qui est jusqu'à date membre de la FIFPro. Donc aucune autre association, c'est comme la Fédération camerounaise de football, elle est la seule qui est affiliée à la FIFA. Et bien aucune autre. Jusqu'au jour où la FIFA dira que la Fédé n'est plus et que le Cameroun pourra donc aller solliciter l'agrément pour une autre association. Donc c'est un peu cela. Là-bas, là, il n'y a même pas de débat. La NFC ne sera pas membre de la FIFPro tant que le Sinafoc, lui, est membre de la FIFPro. Ça ne peut pas arriver. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Mais maintenant, pour revenir... Mais il faut quand même préciser aussi au niveau des Camerounais, parce que le Cameroun est un pays quand même assez compliqué, parce que la légitimité du Sinafoc est fondée actuellement. Elle est fondée, c'est une légitimité indiscutable. Mais seulement les combines camerounaises, parce qu'on peut, je vois très bien un schéma où on va dire que pour des raisons comme ceci, des négociations peut-être avec un Infantino, on attend. On crée dans une situation en disant on attend là-bas, mais pour revenir... ça viole les règles de base de ce que c'est que le syndicalisme sportif. Pour revenir au débat, quand je regarde la thématique, pourquoi l'ANFC dénonce le soutien de la FIFPro? Pourquoi? C'est ça la question. D'accord. Ok, primo. Il faut dire que la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, est une institution indépendante qui gère les droits des footballeurs à travers le monde. À ce titre, dont la FIFPro peut décider quand elle veut et comme elle veut pour communiquer. Ce n'est pas une association insignifiante qui va lui dicter la ligne de conduite à tenir en matière de communication. Maintenant, si on parle un peu de l'association, moi je voudrais m'arrêter juste une minute sur la personnalité de son président, M. Lucien Mettomo, qui a été au Sinafoc, aux côtés de feu David Mayebi, aux côtés de David Mayebi, qui a été exclu du Sinafoc, tout simplement pour déloyauté, parce qu'il a ramé à contre-courant. Oui, j'y arrive. Il a plusieurs fois ramé à contre-courant des directives de la maison. L'une des raisons, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que pendant l'élection en 2021, pendant que le président du Sinafoc demande l'unité de tous les footballeurs derrière la candidature de M. Eto'o, M. Lucien Mettomo a pris un délégué du Sinafoc à l'Assemblée générale, en l'occurrence Robert Madjama. Il a amené dans le camp d'Est l'état-major de M. Mbombo Ndjoya.
Je parle des gens qui sont vivants. Vous êtes journaliste, vous pouvez enquêter. Et il s'est retrouvé là-bas. Monsieur Badiama a pu s'extirper là parce qu'on avait pris son téléphone. Monsieur Makongo sait comment ça se passe pendant les élections. Au petit matin, il a rejoint l'état-major de Monsieur Ito au Mont-Fébé. Il pourra vous faire ce témoignage. Donc, c'est voilà parmi les raisons, l'une pour lesquelles il avait été exclu. Mais non, la dernière actualité en date de Lucien, on ne fait pas le procès de Lucien. C'est pas le procès de... Mais il faut évoquer. Non, il faut évoquer parce que c'est lui le président. Non, il faut évoquer. Laissez-moi aller au bout, il faut évoquer. La dernière actualité en plus, hein, je veux parler ici. Vous voyez, Lucien, président de cette association, il y a des problèmes d'éthique. Il y a des problèmes d'éthique. Je dois relever les problèmes d'éthique parce qu'il s'insurge contre la position de la FIFPro. Alors, quelqu'un qui a été condamné au pénal pour abus de confiance dans un problème foncier. Ça fait des problèmes d'éthique. Non, ça fait des problèmes d'éthique. Non, ça fait. Je vous arrête tout de suite. Pourquoi vous m'arrêtez? Non, je vous arrête tout de suite. Pourquoi vous m'arrêtez? Ça, c'est autre chose. Pourquoi vous m'arrêtez? C'est autre chose. Je vais donner la parole. On est en train de parler d'éthique. On est en train de parler d'éthique. On est en train de parler des problèmes d'éthique. Lydie, s'il vous plaît. On parle ici d'un problème d'éthique. Ce n'est pas lui qui a été. Mais c'est pas lui qui a été suspendu pour le moment. Donc, je vous en prie. L'éthique, c'est l'éthique. Je vous en prie. Quelqu'un est condamné pour abus de confiance au pénal. On parle de l'éthique. Je vous en prie. On va laisser à la commission d'éthique. On va laisser à la commission d'éthique de faire son travail dans ce cas. Voilà des problèmes d'éthique. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Je vous arrête, Jean-Marcel. Je vous arrête. Vous faites votre émission et vous me dictez ce que moi je dois dire. Non, pas du tout. Je dis juste que ne mélangeons pas tout. Non, mais on ne mélange pas. Une éthique si vous voulez, si vous voulez, c'est l'éthique. Si vous voulez, on réorganise notre débat avec peut-être le président. On parle d'une association. On parle d'une association, pas d'un homme. On parle d'une association, pas d'un homme. Je parle donc de l'association. Voilà, pas de l'association. Lorsqu'on parle du syndicat, on a suspendu le président du syndicat par la commission d'éthique. C'est pour des problèmes d'éthique, non? Oui, mais d'accord. Et il y a une association qui sort pour dire que la FIFPro n'a pas qualité de soutenir le SINAFOR. Oui, parce que seule son association... Alors, donc parlons dans le problème d'éthique de celui qui sort également et de son association. Puisque c'est ce que la commission d'éthique... C'est lui qui a sorti le SINAFOR. C'est un autre président. On est dans le thème. Le thème dit que l'ANFC et son président dénoncent. On est dans le thème. Non, on ne mélange pas. C'est ça le thème. Ne mélangeons pas tout. Ça ne sert à rien de caresser certains. Non. Laissez-moi, j'assume mes propos. Je les assume. Jacques Marcel. Je les assume. Vous êtes aussi journaliste. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Je dis, je les assume. Ce n'est pas le journaliste qui est ici. Vous avez invité le responsable communication du SINAFOR. Avec monsieur Métomo présent devant la commission d'éthique. Donc on parle ici d'une affaire d'éthique. Je vais te dire, SINAFOR lui-même. Un responsable d'une association. Un responsable d'une association qui a été condamné au pénal. Qui a été condamné au pénal pour abus de confiance. C'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. Parce que moi, je peux parler en termes d'éthique. Allons-y, parlons d'éthique. Tu ne peux pas me contenir parce que non seulement j'ai un document, mais j'ai vécu l'éthique liée du SINAFOR. Allons-y, le SINAFOR est devenu SINAFOR par une espèce de tricherie. Ah ben non. Voilà. Mais non. On a l'agrément du greffe des syndicats du ministère. On a l'agrément du greffe. J'avais le même agrément en tant que RFI. Mais attendez. Je vous mets au défi. Je vous dis au Cameroun, on agrée un seul syndicat par secteur d'activité. Je suis d'accord. Le SINAFOR est le seul. Et pour l'avoir... Déjà, ils hésitent depuis 2008, depuis 1996. Parce qu'il a dit 1996, c'est depuis 2008. Non. L'AFC est créée en 1996. Elle devient membre de la FIFPro, membre titulaire de la FIFPro en 2008, après avoir été candidat. Elle devient membre en 2008. C'était pas en 2008. Je continue. C'était pas en 2008. C'était la canne à Koumassi, tu sais, au Ghana. Alors, j'ai dit bien que l'AFC, écoutez, l'AFC est créée en 1996, elle devient membre de la FIFPro en 2001,
Elle construit son siège en 2008. Voilà la vérité, tu vois. Et maintenant, en 2011. C'est ça la vérité, tu vois. En 2011. Voilà, il a changé la date. En 2011, continuons. En 2011. Donc c'est pour ça Parce qu'il y a l'avènement. Il y a l'avènement du professionnalisme au Cameroun. Une association ne pouvant plus, suivant le droit camerounais, défendre les intérêts des travailleurs. L'AFC est donc transformé en syndicat en 2011, novembre 2011, avec un agrément. C'est le seul syndicat dans le secteur du football pour la défense des droits des footballeurs. Alors, donc, il n'y en a pas deux. Donc, si on arrive et on parle des problèmes d'éthique, ne m'empêchez pas de parler des problèmes d'éthique d'une personne qui dénonce un certain nombre. On va évoluer parce qu'on a un autre sujet à mettre sur la table, s'il vous plaît. On peut revoir... Je considère que vous avez refusé que je parle. Moi, je refuse de revenir sur l'histoire. J'ai des arguments pour l'histoire, mon ami. Je t'ai dit que j'ai créé tellement de choses. J'ai même vu que le Sinafor utilisait mes tests. Timothée Makongo. Timothée Makongo. Vous êtes libre de vous taire. Moi, en tant que responsable de la communication, vous voulez attaquer je voulais attaquer on n'attaque pas. Mais Timothée Makongo, moi, je n'ai pas attaqué. Mais il faut dire les faits. Timothée Makongo, je suis factuel. Je suis sur les faits. Un président d'une association est sorti dans une affaire qui n'a pas été concernée. Il parle des problèmes d'éthique. Alors on parle donc des problèmes d'éthique. Quel est le président qui n'a pas eu des problèmes de justice? Là, il n'a pas mis tous ces gens-là. Pourquoi vous ne voulez pas? Il veut parler des problèmes de justice. Il veut parler des problèmes d'éthique. On parle des problèmes d'éthique. On parle d'abus de confiance. Je passe la parole à Maître Biba. Je passe la parole à Maître Biba. Si vous voulez, on aura l'occasion peut-être d'organiser un autre débat avec le président de la vous avez oublié de mentionner que notre consoeur qui communique pour l'AFNFC a refusé de venir à l'émission. Jusqu'à tout à l'heure, elle m'a assuré. La chaise est là, il faut le mentionner, c'est elle qui communique pour l'AFNFC. Peut-être elle a eu un petit cas de force majeure, on n'en sait rien. Pour le respect des autres téléspectateurs, elle aurait annoncé. Non. D'accord. Vraiment, je vous ai compris. Par respect pour vous, j'accepte de m'arrêter là. Mais quand vous nous invitez, vous voulez parler des problèmes d'éthique. Il n'y a pas d'éthique réservée au football et l'éthique. Est-ce qu'on était dans l'éthique? Oui, nous sommes dans l'éthique. La thématique, elle est là. Elle est là. On parle de l'AFC. On ne peut pas parler d'une structure sans parler de son principal dirigeant. Maître Biba, allez-y, et puis on va sortir de ce sujet. Mais si on ne peut pas parler du Cameroun sans parler du sport, sans parler du principal. Là, on parlait du Sinafor et de Jérémy Vitap. On parlait du Sinafor et de Jérémy Vitap. Est-ce qu'on a attaqué l'éthique de Jérémy Vitap? Oui, non. C'est pour ça qu'il est devant la commission d'éthique et sanctionné. Mais quand on parle d'éthique, on le saura pourquoi il a eu un peu de confiance. Il a fait quoi? Il a insulté quelqu'un. Ah, ok, mais sauf qu'il est sanctionné. Rien ne dit. Voilà. Parce que c'est Jérémy Vitap, rien n'est dit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une affaire de cuisine. Jérémy Vitap, rien n'est dit. On vous a compris. J'ai compris. Vous avez décidé d'arrêter le débat. Ok, d'accord. Pour que le débat soit là, il faut entrer dans tous les détails. Je ne veux pas prétendre. C'est quand même curieux que Lydie, qui est une professionnelle et que tout le monde connaît. Ah non, là, c'est déjà le chantage. Ce que tu dis là est mauvais. C'est déjà mauvais. Personne ne moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Jusqu'à ce que tu as dit, c'est une forme de chantage. A assuré qu'elle devait être là. Donc, je me dis, elle a eu un cas de force. On m'a empêché de parler. On ne t'a pas empêché de parler. Parce que sinon, moi, je vais dire comment empêcher de parler du Cameroun. Je vais aussi dire comment empêcher de parler du Cameroun. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Non, il ne faut pas. Je dis, une grande chaîne avec des bons thèmes. Nous pousserait en sorte qu'on devienne mature à chaque fois qu'on nous donne la parole. Je pense à, si c'est Ludwig Wittgenstein qui est né en 1889, mort en 1951, d'origine britannique et de nationalité autrichienne. Ludwig Wittgenstein, d'origine britannique de nationalité autrichienne, qui avait dit que la philosophie est un combat contre l'envoûtement de notre intelligence par le langage. Nous devons, et ici, ce qui est bien, c'est quoi? C'est que nous avons un sujet d'actualité qui demande en sorte qu'on essaie d'apporter des arguments, peut-être pour trouver là où les gens ont failli, ou peut-être pour apporter des solutions pour que demain, après-demain, proposer pour que le football renaisse, pour que ce genre de choses n'arrive pas, parce qu'il y va de l'image du Cameroun. Oui, l'ANFC qu'on a comparé avec le syndicat, qui n'atteint pas le syndicat, ça, c'est que je peux dire, c'est
des analyses qui tiennent, moi je ne refuse pas, mais d'autres analyses peuvent tenir que le syndicat aussi, on ne peut pas le comparer à la Fédération camerounaise de football. Personne ne l'a fait. Je n'ai pas dit qu'il y a eu comparaison entre ANFC et syndicat. Ils ne font pas le même boulot en passant. Ce que je dis que je n'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Le SINAFOC qui joue la promotion, les droits des footballeurs, qui défend les droits des footballeurs, je pense que c'est le même boulot avec la NFC. Toujours les droits des footballeurs. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le problème, il est bien vrai que vous êtes bien dégagé parce que par rapport à ce qui est mentionné, la NFC dénonce le soutien de la FIFPro parce que c'est une association qui est membre de l'Assemblée générale et que Lucien Metomo a dit qu'il faudrait qu'on respecte les décisions de la Fédération Cameroun Football. C'est ça qui dérange parce qu'il y a une sortie de Lucien Metomo d'une association qui est en train de vouloir contrecarrer la FIFPro qui soutient aussi le SINAFOC. Mais maintenant, le véritable problème, c'est quoi? C'est qui a fait en sorte qu'il y ait suspension. Ce n'est pas un problème d'homme. On ne parle pas du président de la fédération, on ne parle pas de Lucien Metomo, on ne parle pas de Jérémy. On parle de DITAB. Vous n'allez pas dire qu'on parle pas de lui. On parle de DITAB. Effectivement. Écoutez, je sais, vous avez trop d'énergie. Peut-être que vous avez pris... Non, ne dites pas qu'on parle de DITAB. Depuis le début de cette thématique, on ne parle que de DITAB. Continuez, maître. Allez au bout de votre raisonnement. Mon seul avantage, c'est que sur un plateau, vous avez un maître qui sait se réserver. C'est-à-dire que mes énergies ne peuvent pas être dispersées comme pour vous. Peut-être vous avez eu la grâce d'avoir des énergies, même en prenant des boissons énergisantes ou énergétiques, pour pouvoir vous dégager. Ça, c'est une attaque. Parce que vous ne faites que couper la parole. Vous n'avez pas laissé Lydie continuer à diriger son débat. Vous n'avez pas laissé Timothée, vous ne me laissez pas. Je vous qualifie d'énergétique. Est-ce que c'est une attaque? Vous m'avez coupé à plusieurs reprises. Je vous qualifie d'énergétique, ce n'est pas une attaque. Donc, je suis en train de dire, comme on parle du DITAB, moi particulièrement, je ne parle pas des taux, je ne parle pas du Lucien Metomo, je parle de la suspension. Le mot suspension est beaucoup plus thématique que M. DITAB. C'est de ça qu'il est question. La thématique, elle est là-bas. C'est pas moi qui... Maître, poursuivez Hervé, allez-y. Bon, c'est un débat. Il a dit qu'il ne parle pas de... Vous parlez de la suspension, d'accord. C'est le mot suspension qui est... Je dis bien, je ne parle pas des taux, je ne parle pas du Lucien Metomo, je parle de la suspension. Il reprend, il dit, on parle de... On mis pour qui? Maintenant, on mis pour qui? Je voudrais dire que vous avez dit... Non, tu as fini. Je n'ai pas fini. Alors, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour parler du deuxième thème. Peut-être, bon, je suis incompris. Je reprends pour une dernière fois avant de continuer. Je ne parle pas des taux, je ne parle pas du Lucien Metomo, je ne parle pas d'une DITAB, je parle de la suspension. Donc, on parle d'une DITAB, je ne suis pas on, je parle de moi. On qui parle de DITAB continue à parler de DITAB. Nous parlons de la suspension qui est un problème tellement très sensible par rapport à M. Jérémy DITAB. On peut parler si on parle de Lucien Metomo, nous parlons de la suspension de Metomo. Qu'est-ce qui fait problème? M. DITAB fait problème. Mais c'est la suspension de M. DITAB qui fait un thème sur ce plateau. Je ne refuse pas qu'on parle de DITAB. Mais je dis, ce qui est beaucoup plus sensible et qui fait mouche dans les réseaux sociaux, c'est par rapport à la suspension. Parce que Jérémy DITAB a été suspendu. C'est pour ça que pas de la suspension. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que les associations et les syndicats sont dans leur rôle. Les footballeurs qui sont arrivés à un haut niveau, comme M. Samuel Sofis, comme Jérémy DITAB, doivent faire preuve de maturité pour que les textes ne doivent pas être violés. Pourquoi? Je le dis parce que si on revient à ce qu'on a parlé peut-être de guerre d'hommes qui n'a pas de sens, si on revient à parler de la guerre d'Ora aussi qui n'a pas de sens, je pense que ce n'est pas du moment où il y a suspension que cette guerre a commencé. Ça a commencé depuis et les footballeurs de haut niveau devraient depuis anéantir ne serait-ce que cette guerre, peut-être qui est alimentée par des corps étrangers ou bien par des politiques pour qu'on n'en arrive pas là. Mais ça ne veut pas dire, déjà que j'ai suivi, que SINAFOC ou bien M. Soren DITAB et son département auraient déposé une plainte à la FIFA et la CAF. Maintenant, nous allons attendre la réaction.
puisque Timothée a dit, nous avons seulement sur le plateau la suspension de M. Sorel Germain Ditape, mais nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé dans les vestiaires. Nous voyons juste la suspension. Vous pouvez dire que, bon, M. Timothée qui a sanctionné Ditape n'a pas qualité, Didi n'a pas qualité, je n'ai pas qualité, mais nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que nous n'ayons pas qualité. C'est ça le véritable problème pour moi. Je ne dis pas le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire. Mais je dis pour les téléspectateurs, il y a des téléspectateurs qui se sont réveillés parce qu'ils ont trouvé anormal qu'un ancien international, ancien coéquipier de M. Samuel Tofis, soit suspendu. Donc le problème, c'est ça le véritable problème. Il ne faut pas parler comme d'un personnage ordinaire. Bon, mais il fait partie de ce qu'on appelle les perles camerounaises. Les perles camerounaises. Merci. En fait, c'est fait. Effectivement. Excuse-moi, mais je voulais juste faire un truc très, très important. Vous savez, quand on permet à une association, parce que ce qu'on appelle association, c'est un corps de métier à l'Africa Foot. L'association reste encore corps de métier à l'Africa Foot, donc subit de plein droit les affres de l'Africa Foot. Mais quand le corps de métier, c'est cet corps de métier de l'Africa Foot, il devient syndicat. La liaison qui lie au syndicat à l'Africa Foot devient une liaison qui prend une autre dimension. Je veux que les Camerounais comprennent que l'AFNC ne représente rien à côté du syndicat qu'est le SINAFOC. Il faut qu'on comprenne bien ça. L'AFNC est un corps de métier qui n'a même pas droit de parole en tant qu'autorité au sein de l'Africa Foot. Le syndicat peut valablement se présenter devant l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous comprenez? Mais ce corps de métier-là est limité. Ça porte sur l'Africa Foot. Donc quand on fait la comparaison n'a même pas de sens. Est-ce que la NFC n'est pas membre de l'Assemblée générale? Qui ça? La NFC. Si, ils ont aussi désignent comme les autres corps un membre, quelqu'un qui va représenter l'AMC à l'Assemblée générale. Mais ils ne sont pas totalement membres de l'Assemblée générale. Ils ont 2 ou 3 voix. Généralement, c'était même 2 voix ou 1 voix à l'époque, je ne me souviens plus. Mais le syndicat, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention entre le syndicat des joueurs et une association de joueurs qui est à l'intérieur de l'Africa Foot. Les limites ne sont pas les mêmes. Le syndicat est un plus grand. C'est pour ça qu'il dit qu'il est impensable que l'Africa Foot, quel que soit le motif, décide, sans passer par des juridictions supérieures, de suspendre le président d'un syndicat. Parce que ça se relève parce qu'il faut que ça relève à la fois du ministère du Travail, à la fois de l'Africa Foot et du ministère des Sports. Vous comprenez? Ça ne peut pas relever uniquement de l'Africa Foot qui suspend. Le syndicat n'est pas inféodé à l'Africa Foot. Il faut que Cameroun comprenne un syndicat n'est pas inféodé. Il y a un mécanisme juridique que les gens n'expliquent pas. On pense à dire, mais c'est pour ça que je dis que c'est une guerre, c'est pour ça que je résume ça en guerre de go, parce que nous sommes dans les déviations sociales des Camerounais, avec la haine, la corruption, le mélange dessous des tables, c'est tout ça qui joue. Parce que quand vous voyez un personnage comme Metomo, je ne vais pas l'insulter, ne vous inquiétez pas, je ne l'insulte pas. Quand vous voyez, non, je ne l'insulte pas. Non, je ne l'insulte pas. Je vais dire que Metomo, il a même beaucoup bagarré à l'époque pour être à l'AFC. Il a bagarré pour entrer dans le syndicat de Mayebi. Il a bagarré, il a même lutté pour ce syndicat. Il est donc supposé être un syndicaliste dans l'âme, celui qui défend les intérêts des footballeurs. Comment comprenez-vous que le président d'un syndicat qui lutte pour les intérêts des financeurs, pour la promotion des footballeurs, parce que moi je le considère toujours comme un sous-fifre de ce syndicat, vient soutenir. Parce que expliquez-moi pourquoi, subitement, on met le syndicat de côté et tout de suite après, sans autre forme d'élection, il y a une association qui a remplacé le syndicat. C'est même un contresens, c'est un non-sens juridique. D'accord, on va pas revenir un peu sur... Non, je ne rejette pas la peau, mais c'est pour que le Camerounais comprenne qu'en réalité, il y a un non-sens dans la procédure, dans le procédé, dans l'ordonnancement et dans la méthodologie même. D'accord. Donc c'est clair. Jacques Marcel, la suite serait quoi? Tout à l'heure, vous disiez que jusqu'à présent, au niveau du SINAFOC, vous n'avez pas toujours été notifié. Et si ça venait à être le cas, ce serait quoi la suite? Il nous faut avoir les motifs qui ont conduit
les juges de la commission éthique à prendre cette décision. Lorsqu'on a ces motifs, on saurait de quoi il s'agit et on pourrait donc mettre nos juristes à contribution pour saisir les juridictions qui s'imposeraient en ce moment. Donc pour le moment, on s'en tient à la FIFPro, le communiqué qui dit que c'est un problème politique. Et on s'insurge contre... Ah bon, la politique, ça parle de problèmes politiques? On dit que c'est une décision politique. Et nous, on s'insurge. Ah, ça, j'ai pas suivi ça. Tu as suivi ça? La FIFPro a pris un communiqué la FIFPro a pris un communiqué. L'UNFP également s'est associé, la division Europe, la division Afrique, pour s'insurger contre cette décision qu'on qualifie de décision politique qui porte une atteinte à la défense des droits des footballeurs. Donc, en attendant donc, de connaître les motifs, pour préparer notre défense devant les juridictions qui s'imposent. On attend de voir. Mais pour le moment, je ne comprends pas pourquoi certains dénoncent que la FIFPro sorte pour défendre l'un de ses membres. C'est une personne qui l'a dit. C'est pas tout le monde qui l'a dit. Lorsqu'on arrive donc à cela, eh bien, il faut qu'on rappelle, vous avez demandé pourquoi on explique. Pourquoi la FIFPro défend et pourquoi l'ANFC n'a pas qualité de s'insurger? Parce que ce n'est pas elle qui doit dicter quoi que ce soit à la FIFPro. Ce n'est pas un nouveau front de combat. Mais non, nous on n'a pas de combat dans là. On va pas faire. Les oiseaux ne volent pas plumage. Les oiseaux volent pas plumage. Donc on n'a pas de combat là-bas. Mais non, vous n'allez pas nous demander d'aller faire un combat. Quand on défend les droits des footballeurs, on ne reçoit pas d'ordre de la Fédération camerounaise de football. Timothée Makongo vous l'a dit tout à l'heure. C'est une collaboration. Celui qui défend les footballeurs, les droits des footballeurs et la fédération, on collabore, on est partenaire. On n'est pas sous tutelle. Mais vous regardez l'ANFC, il y a un communiqué ou alors une correspondance du secrétaire général de la FECAFOOT qui instruisait ou alors qui donnait des instructions au président de l'ANFC de prendre un certain nombre de dispositions préalables au paiement des subventions. Ça veut dire que lui, il reçoit ses ordres de la Fédération camerounaise de football. C'est un corps de métier. En fait, c'est ça qui fait donc problème avec le SINAFOC, qui lui n'est pas aux ordres, qui veut jouir de toute son indépendance. Quand je dis pour nous, oui, il ramène ça, tout le monde ramène ça à un problème de personne, mais ça ne devrait pas être un problème de personne. C'est une institution qui est mal comprise par l'autre. On demande par exemple à la Fédé que quand on veut tenir une réunion avec les présidents de club où les joueurs sont en conflit avec leurs dirigeants. Je prends le cas de Bamboutos. Il y a un problème de non-paiement des salaires. Bamboutos n'a pas reçu la licence CAF. Et ils demandent à nous rencontrer pour qu'on essaye de trouver des solutions pour que les joueurs soient payés et qu'ils repartent. Alors, mais à la Fédé, on demande pourquoi on a tenu la réunion avec Bamboutos et les joueurs sans prendre l'autorisation à la Fédé. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont pas pour citer une pléthore de ces choses-là. Donc c'est ça. Donc, vous attendez une fois que le syndicat sera bien qu'on aura les motifs, eh bien les juristes prendront les relais pour faire ce qu'il en est. Mais en attendant, la FIFPro a saisi la FIFA et la CAF pour leur dire que on n'est pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas le premier cas. Il y a le membre de la... Les principes de la FIFPro sont clairs. Un seul membre par pays. Et c'est le membre de la FIFPro, quand il existe un membre de la FIFPro dans un pays, c'est ce membre-là qui représente les joueurs à l'Assemblée générale de la Fédération. Pour le moment, au Cameroun, c'est le SINAFOC. Mais le SINAFOC a été bouté. Sauf que paradoxalement, on ne comprend pas comment ça se passe. On nous ressort de l'Assemblée générale, mais on continue à siéger à la Chambre nationale de résolution des litiges de la FECAFOOT. C'est toutefois paradoxal. Mais ça, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme à ce niveau-là. À peine de quelques minutes, Maître Biba, on va aller au pas de course par rapport à la deuxième thématique qui porte un peu sur cette controverse-là aussi, qui alimente les conversations. Le match amical Russie-Cameroun d'octobre 2023, les fonds reçus par la partie camerounaise qui se sont retrouvés dans le compte bancaire du président de la fédération et non de l'association. Il y a toute une controverse là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Non, mais ce qui se passe est très simple. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté une vérité par rapport à ce match amical, que les comptes seraient versés dans le compte, les fonds seraient versés dans le compte personnel du président de la fédération camerounaise de football. Et ils ont expliqué. On a expliqué le pourquoi ces fonds se trouveraient
dans le compte personnel de M. Samuel Eto'o-Fils. Mais moi, mon problème ici, c'est quoi? C'est pas que, comme on dit souvent, les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se contentent de l'avoir trouvée. C'est qu'on doit savoir une chose. Est-ce qu'il y a une sortie de l'autre côté? Quand je parle de l'autre côté, ça veut dire que de la fédération russe, d'un détournement. Non. La fédération russe de football a clarifié qu'il n'y a pas de détournement et a expliqué. Nous ici, les détracteurs, quand je parle de nous, ça veut dire que nous, ensemble avec les détracteurs, qui ont trouvé des sièges, d'autres sièges de l'Africa Foot dans les réseaux sociaux, c'est de pouvoir chercher des motifs pour maintenant développer une certaine désinformation sportive à l'opinion publique. Le Cameroun, les détracteurs, beaucoup plus camerounais que d'autres internationaux, ont trouvé un motif en parlant de détournement. Et ce qui me plaît, c'est quand je reviens à ce que Jacques-Marcel venait de dire, que tout ce qui est arrivé, par exemple... Le temps aussi, qu'on parle un peu. Oui, elle a dit pas de cause. Je vais vite terminer par rapport au temps qui nous reste. Par rapport au sujet qui vient de se passer, que tout se passe toujours à la veille des élections. Vous allez constater qu'un problème est arrivé depuis, par exemple, 2023. Nous sommes en 2025 et il fallait ramener ce genre de sujet à la veille des élections aussi. Donc c'est toujours le même problème qui revient à la veille des élections. Donc on a été incapable de pouvoir vite soulever ce sujet pour qu'on essaie de voir clair de ce qui s'est passé. Si on considère qu'il y a détournement au Cameroun, on est en train d'accuser indirectement la Fédération russe de football d'avoir été complice de ce détournement. Donc de l'autre côté, tant que la Fédération russe de football n'a pas parlé de détournement, il faudrait qu'on cherche un autre motif et qu'on essaye de croire qu'on peut salir l'image du président Samuel Eto'o-Fils en salissant vraiment leur propre image. Dans ce qui se passe, on veut salir l'image du président de l'Africa Foot. À la veille des élections, 2023, nous sommes en 2025, quand on ramène à la veille des élections, c'est une intention presque obscurantiste qui ne va même pas. Donc vous comprenez. On se pose la question, le timing. Pourquoi maintenant? Moi, il y a un truc qui est évident pour moi. Maxime. Il y a un truc qui est évident pour moi. J'ai été court. Non, j'ai été court. Parce que vous m'avez rappelé. Non, j'ai fini. J'ai fini. Il m'a rappelé d'être court. Parce que j'aimerais qu'il soit aussi court. On est à la fin. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une réalité des détracteurs ou des détractions à l'endroit des Eto'o-Fils. Tout simplement. Parce que, vous savez, j'ai rencontré, moi, j'ai eu à voyager un peu partout dans le monde, j'ai voyagé à cause de mes études, à cause de mes discussions, à cause du sport. Et j'ai rencontré des hommes qui disaient qu'ils préfèrent faire confiance, surtout dans certains hommes, ils préfèrent faire confiance à un homme qu'à une structure. Et la plupart des pays, des grands présidents de la planète Terre considèrent des pays comme le Cameroun, le Nigeria et d'autres pays comme des pays où la corruption est très très forte. Donc pour revenir dans la Russie, les Russes peuvent très bien dire qu'ils mettent un argent à la disposition du Cameroun par le compte de Eto'o. Et Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Il a le droit d'obtenir de la part des Camerounais, des instances dirigeantes du Cameroun, une certaine confiance. Et maintenant, le Cameroun a le pouvoir de faire un audit une fois par an, ou 2 fois tous les ans. Et c'est lui-même qui allait fouiller dans le compte de tout. C'est une indiscrétion qui est grave parce que celui-là devrait être poursuivi. Comment j'aurais 1 ou 2 minutes aussi. Comment il a entré dans ce compte? Moi, je pense que c'est une détraction tout simplement. J'ai fini. Oui, Jacques-Marcel. Vas-y, Jacques-Marcel. Moi, je vais rester factuel. Oui, très rapidement. Il y a une lettre du coordonnateur des équipes nationales qui demande où est-ce qu'il faut virer l'argent. Dans la partie russe a fait son argent, elle a viré là-bas, elle a fait son argent. Ah bon, elle a dit ça la partie russe? J'ai dit bien que il y a une lettre, suivant les documents, il y a une lettre de Benoît Angwa, coordonnateur, qui demande de virer l'argent dans ce compte. Donc les Russes ne veulent pas chercher où virer, ils respectent ce que la partie camerounaise dit, ils virent l'argent. Ça c'est factuel. Mais non. Est-ce qu'ils ont viré l'argent? Autre chose qui devrait être, qui est également factuel, c'est que si on s'en tient au texte de la fédération, l'argent d'une fédération ne devrait pas se trouver dans le compte personnel. Mais non, autre factuel également, c'est que pour le même match, l'État du Cameroun a déboursé de l'argent pour les mêmes besoins. Quand on regarde le contrat des documents qui circulent, l'argent versé par la partie russe devait servir, les Russes avaient pris en charge
l'hébergement des joueurs, le transport des joueurs, la ration des joueurs. L'État du Cameroun, à la demande de la FECAFOOT, a déboursé l'argent pour les mêmes dépenses également. Donc ça, c'est factuel. Je continue. Il y a eu des... Je ne condamne personne. Moi, je parle des faits. Je questionne je condamne les faits. Alors pour moi, je sors par là. C'est un problème d'abus de biens sociaux. Et c'est passible de poursuite, même au pénal. Maintenant, Guibaï Katama, et je conclus par là, qui est membre du comité exécutif, qui a quand même été suspendu. Il est sorti, il est suspendu et on continue à lui envoyer les frais de participation au truc. Il est sorti pour saisir la commission d'éthique. Et si jamais l'Assemblée générale ou le comité exécutif avait donné mandat au président d'encaisser cet argent dans son compte personnel, les différentes réunions du comité exécutif et les assemblées générales qui se sont déroulées là, dans les résolutions, on aurait parlé au moins de ça. On n'a jamais parlé de ça. Donc ça pose un problème. La sécurisation peut être secret d'État. La sécurisation d'une situation peut être secret d'État. L'émission est tellement bonne. Il y a plein d'exemples. On a déboursé de l'argent pour que l'entraîneur reste au pays. Il n'est jamais resté au pays. Il faut le sanctionner. Parti où il y a des détournements. On n'a jamais parlé de ça. Merci messieurs d'être venus. Merci à toute l'équipe technique. Amis sportifs, au revoir et à très vite sur Spectrum Télévision.